Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 31, l'éveil de Dante. À l'un des étages supérieurs du Temple Nigru, Vergile interroge Arkham sur son autre arrivée. Qui est cette femme demanda Vergile, visiblement mécontent de cet inconnu. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit Arkham, pensant, elle n'a rien d'inquiétant, mais elle est la dernière pièce de mon plan. Je veux que tu te débarrasses d'elle, ordonna Vergile. Je pense qu'il serait préférable de la laisser tranquille, Vergile, dit Arkham d'un ton consultatif. Nous ne voudrions pas nous exposer à Dante trop tôt, n'est-ce pas? D'accord, dit Vergile. Mais si elle devient une nuisance, je m'en débarrasserai moi-même. Compris, répondit Arkham. Pendant ce temps, Dante venait d'entrer dans la tour. Regardant autour de lui, il conclut qu'il s'agissait d'une structure labyrinthique remplie d'énigmes pour ouvrir de nombreuses portes. Poursuivant sa route à travers les couloirs de Temple Nigru, Dante dut affronter des hordes de morts-vivants venus du monde des morts, résolvant des énigmes au passage. James observait à distance. Parmi les nombreuses choses qu'il avait apprises lors de son entraînement avec Scatash, il y avait la dissimulation. Bien qu'en tant que guerrière, Scatash ne préférait pas les attaques furtives aux combats frontaux, elle connaissait l'importance de rester invisible en territoire ennemi. Combiné aux enseignements de Scatash, le pas éclair de James le rendait difficile à suivre s'il ne le souhaitait pas. Dante doit être plus intelligent que je ne le pensais, murmura James en suivant Dante à travers le Temple Nigru. Enfin, dans les jeux, il avait toujours l'air d'un imbécile arrogant. Un imbécile vraiment cool, remarquez. Mais un imbécile arrogant quand même. Enfin, je pensais qu'il résolvait ses énigmes uniquement parce que le joueur contrôlait ses actions. Mais ces énigmes sont clairement plus difficiles que tout le reste dans ces jeux, si je me souviens bien. Continuant à suivre Dante dans les couloirs, James s'en imprégna de plus en plus. Ils finirent par tomber sur une immense pièce contenant un 1000 pattes d'au moins 305 mètres de long, luisant d'électricité. Détectant l'intrus, le gigantesque 1000 pattes attaqua le Dante visible. Au même moment, James se dirigea rapidement vers un coin offrant une vue imprenable sur toute la pièce. Il sauta alors près du plafond et projeta Oshiru Sakura contre le mur. Suspendu à la poignée de son épée, il se pencha en arrière et regarda Dante danser le tango avec le grand 1000 pattes. Mon Dieu, vu ça en vrai, Dante peut se montrer vraiment acrobatique quand il en a envie. Pas vrai, s'exclama James, commentant sans cesse les mouvements de Dante. Mais Maître Scatash détruirait totalement son style de combat. À cet instant, Dante frissonna, ce qui lui fit perdre le contrôle du dos du 1000 pattes. Dante tomba alors au sol. Zut, s'exclama Dante, agacé. C'était quoi, cette sensation de froid? J'ai mis tant d'efforts à monter sur ce truc. Maintenant, je dois tout recommencer. Et, je pense que toute personne dotée d'une intuition assez forte saurait que l'entraînement de Maître Scatash n'est pas une blague, songea James avec un sourire malicieux, après avoir vu Dante perdre sa concentration. Après 20 minutes supplémentaires de combat aérien acrobatique, au cours desquels Dante s'élança du haut du 1000 pattes, mais fut maintenu en l'air par le recul de ses pistolets, Dante vainquit finalement le 1000 pattes. Il passa ensuite dans la pièce suivante. Cependant, avant d'entrer, James apparut à ses côtés et lui posa une question qui le trottait dans la tête. Et, dit James en apparaissant de nulle part à côté de Dante. Soupir, il faut vraiment qu'on te mette une cloche, dit Dante avec exaspération. Je ne vais pas bien, dit James avec dédain avant de poser la question qu'il était venu poser. Pourquoi n'as-tu pas transformé cette chose en bras du diable? En désignant le 1000 pattes vaincu, James pouvait le voir se dissoudre dans une soupe verte acidulée. Parce que les 1000 pattes sont dégoûtants, répondit Dante avec indifférence, puis il passa à autre chose. Resté seul dans l'immense salle qui servait de champ de bataille, James pensa, mais cela aurait fait un excellent bâton anti-insecte ou quelque chose comme ça, avec un bâton paralysant intégré, avant de cacher une fois de plus sa présence et de suivre Dante. Après avoir traversé quelques couloirs et de vastes salles peuplées de morts vivants, Dante se dirigea vers une autre porte scellée, avec 2 crânes gravés sur les murs. Celle-ci, cependant, pouvait parler. Ou plutôt, le sceau lui-même pouvait parler. Bonsoir. 2 voix saluèrent Dante alors qu'il s'approchait de la porte scellée. Regardant autour de lui avec confusion, Dante répondit, « Qui et où es-tu » ? « Mon Dieu, on dirait qu'on a oublié nos bonnes manières, » répondit l'une des 2 voix précédentes. « Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Annie, et voici mon petit frère, Rudra. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Dante, toujours perplexe quant à son interlocuteur. « Frère, n'aurait-il pas été plus sage de montrer nos corps avant de nous présenter » demanda Rudra. « Tu as peut-être raison, mon petit frère. » Annie fredonna en signe d'approbation. Après quelques minutes supplémentaires de va-et-vient entre les frères, ce qui commençait à donner une migraine à Dante, les frères ont demandé à l'unisson. Cela vous dérangerait-il si nous recommencions notre performance une fois de plus? Ayant finalement atteint sa limite, Dante répondit avec irritation. Tu as raison, je m'en fiche, dit Dante d'un ton agressif. Écoute, je franchis cette porte et tu vas me laisser passer d'une manière ou d'une autre. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. Cet invité est vraiment très impoli, petit frère, dit Annie calmement, mais avec la même politesse avec laquelle il parlait toujours. En effet, répondit Rudra. Alors je pense que c'est notre responsabilité de vous enseigner les bonnes manières.
Alors que leurs voix s'éteignaient, les crânes sculptés près de la porte commencèrent à briller. Dès que la lueur s'estompa, deux monstres ressemblant à des ogres surgirent du mur, là où se trouvaient autrefois les motifs. Adoptant une posture de combat, Dante observa ses nouveaux adversaires. Celui de gauche, Annie, lançait de temps à autre des braises brûlantes. Tandis que Dante sentait le vent agiter celui de droite, Rudra. Ça va être une vraie galère, dit Dante à personne en particulier. Rudra, cependant, répondit au murmure de colère de Dante. On dirait qu'on va devoir faire quelque chose à propos de ce langage grossier pendant qu'on y est. Et c'est ainsi que le combat commença. Changeant d'arme, Dante utilisa sa fidèle épée à deux mains, Rébellion, face à Rudra, puis adopta sans difficulté le nunchaku de glace, Cerberus, pour affronter Annie. Grâce à une bonne dose de tir, Dante vainquit les deux gardiens simultanément après 27 minutes d'un combat intense. Dès que les deux gardiens tombèrent, ils se transformèrent en une paire d'épées courtes empalées sur le sol. Alors c'était juste une paire d'épées intelligentes, hein, demanda Dante, un peu intrigué, en passant devant les épées et en atteignant la porte jusque-là scellée. Avant d'atteindre la porte, Dante entendit à nouveau la voix d'Annie. « Attendez, s'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. » « Oui, » répondit Rudra, abondant dans le sens de son frère. « Nous t'aiderons grandement dans ton ascension vers Temant-Nigru. » Pendant les 6 minutes qui suivirent, Annie et Rudra tentèrent de convaincre Dante de leur utilité. Finalement, Dante, furieux, s'approcha des épées et prit la parole. « D'accord, je t'emmène avec moi, » dit Dante en ramassant les épées. « À condition qu'aucun de nous ne puisse parler. » À l'unisson, Annie et Rudra remercièrent chaleureusement Dante. Agacé, Dante rapprocha les poignets de ses deux épées et dit « Ne parle pas » d'un ton furieux. Dante franchit alors la porte précédemment scellée et se retrouva face à un autre passage bloqué. Après avoir fouillé minutieusement la pièce, Dante trouva un dispositif qui ouvrirait manifestement le passage. Malheureusement, il ne parvint pas à comprendre le mécanisme et fut donc incapable d'ouvrir la porte suivante. En examinant l'appareil, Dante pensa, jusqu'à présent, James apparaissait après que j'ai vaincu un de ces satanés gardiens. Je me demande ce qu'il fabrique. Dès que cette pensée disparut, un homme étrange portant un masque de clown et se présentant comme « Gesté » apparut dans la pièce. Remarquant le nouveau venu, Dante se retourna vers lui, arme au poing. Après quelques échanges de tirs et les railleries de Gesté, Dante finit par s'énerver et attaqua Rébellion. Gesté ratant sa cible, Dante frappa le dispositif qui ouvrirait la porte. Pensant avoir compromis sa seule issue, Dante fut surpris lorsque la porte scellée s'ouvrit. Sur ce, Dante ignora les répliques clichés de Gesté et franchit la porte. Tandis que Dante escaladait la tour, James à ses trousses, la jeune femme rencontrée plus tôt s'y fraya un chemin, éliminant les morts vivants qu'elle croisait au passage. Elle atteignit finalement le sommet de la tour, où elle trouva Arkham. Furieuse dès sa rencontre, elle sortit son pistolet. « Je t'ai enfin trouvé, » dit la jeune femme, la haine perçant dans son ton. « Pointerais-tu ton arme sur moi » demanda Arkham d'un ton feignant la tristesse. « Te voir pointer cette chose sur moi, la seule famille qui te reste. »« Oh, comme ça fait mal. »« Salaud » rugit la jeune femme. « La seule famille qui me restait, c'était ma mère. Et tu l'as tuée. » Sur ce, la jeune femme tira une rafale. Arkham esquiva l'attaque sans effort et reprit la parole. « Pensais que tu me parlerais comme ça, ton cher papa, » dit Arkham, feignant une fois de plus la tristesse. Cela ne fit qu'irriter davantage la jeune femme. Cependant, sans se laisser complètement emporter par sa colère, elle décida de battre en retraite pour le moment, voyant ses attaques inefficaces. Et, déterminée, elle courut jusqu'au bord de la tour, et sauta. Voyant cela, Arkham plissa les yeux et retourna à l'intérieur de la tour. Pendant ce temps, Dante continuait sa marche vers le sommet de la tour. En suivant un sentier qui contournait la tour, il remarqua quelque chose qui tombait d'en haut. Dante tendit rapidement la main et attrapa l'objet, la jeune femme qui venait de sauter du haut de la tour. « Il pleut des cordes » dit Dante en souriant. « J'aime ce genre de pluie. C'est pour ça que le ciel est si étrange ?» Au lieu de réagir aux facéties de Dante, la jeune femme dégaina son pistolet et lui tira une balle dans la tête sans hésiter. La tête de Dante retomba alors en arrière, mais son étreinte ne relâcha pas le moins du monde. Puisant dans l'immense énergie démoniaque héritée de son père, Dante l'utilisa instinctivement pour se protéger et guérir la blessure causée par la balle. « Un sacré démon » pensa la jeune femme avant de crier. « Lâchez-moi. Mais je préférerais ne pas te voir te transformer en une jolie tache. » En réponse, la jeune femme appuya de nouveau sur la détente, projetant une fois de plus la tête de Dante en arrière. Cette fois, cependant, Dante laissa faire. Après tout, il n'aimait pas recevoir une balle dans la tête. Sans Dante pour la maintenir, la jeune femme reprit sa chute libre. Retirant l'arme polyvalente de son dos, elle utilisa la lame à sa pointe pour s'empaler sur le mur, ce qui la ralentit jusqu'à l'arrêt. Jetant un œil par-dessus le bord pour voir comment la jeune femme avait fini, Dante claqua sa langue et détourna le regard lorsqu'il établit un contact visuel avec la femme qui le regardait. À ce moment-là, James apparut à côté de Dante. « Tu as vraiment un don avec les femmes » dit James d'un ton moqueur. « Veux-tu te taire, s'il te plaît » répondit Dante, irrité. « Blague à part, tu ferais mieux de retourner au jeu » dit James, son sourire s'estompant. « Vergil t'attend plus loin. » En entendant cela, l'agacement de Dante disparut de son expression. Il courut alors au sommet de la tour pour retrouver son frère. « Eh bien, Dute »
Même pas un merci, dit James avec un sourire, puis Flash suivit Dante pour assister aux retrouvailles des frères. Dante, arrivé au sommet de la tour, remarqua immédiatement son frère Virgile et commença à parler. Tu es vraiment nul pour organiser des fêtes, tu sais, dit Dante avec indifférence. Il n'y a ni boisson ni nourriture, et la seule fille vient de partir. Mes excuses, dit Virgile, jouant sur le sarcasme de son frère. J'étais tellement impatient de te revoir que j'ai négligé les préparatifs de la fête. Après quelques échanges, les frères dégainèrent leurs armes et entamèrent le combat. Après 3 ou 4 minutes d'une impressionnante démonstration d'adresse à l'épée, ils se séparèrent. Dante sortit alors un de ses pistolets et tira plusieurs balles. Virgile, démontrant un maniement de l'épée encore plus poussé, brandit son épée et réussit tant bien que mal à intercepter toutes les balles avec la lame de son katana. Dès que Dante cessa de tirer, Virgile les repoussa d'un coup d'épée. Dante riposta d'un coup d'épée, puis les frères attaquèrent et s'affrontèrent à nouveau. Cette fois, le combat se solda par un combat de slalom. Pourquoi t'opposes-tu à moi, petit frère? Si ce sont tes enfants, pourquoi le pouvoir de Sparda ne serait-il pas le nôtre? Demanda Virgile en tentant de prendre le contrôle du combat à l'épée. Tu es fou, répondit Dante. Oh, mon petit frère idiot, dit Virgile d'un ton moralisateur. Tu ne comprends pas la nécessité du pouvoir. Le pouvoir est la seule chose qui compte en ce monde. Et sans pouvoir, on ne peut rien protéger. Sur ce, Virgile ajusta l'angle de son épée. D'une force précise, Dante fut désarmé puis poignardé à l'abdomen. L'énergie démoniaque de Virgile parcourant l'épée interrompit la régénération de Dante. Alors que Virgile retirait l'épée de l'abdomen de Dante et s'apprêtait à lui porter le coup fatal, il sortit une amulette de sous la chemise de Dante et la retira. Avec son épée levée pour décapiter son jeune frère, Arkham arrêta Virgile. Jetant un regard prudent autour de lui, Arkham insista. Ça suffit, Virgile. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Allons-y. Approuvant les paroles d'Arkham, Virgile estima inutile d'achever Dante. Il se retourna et marcha jusqu'au bord de la tour. Tandis qu'il s'éloignait, Dante commença lentement à se relever. Virgile, cependant, ne se retourna pas. S'il l'avait fait, il aurait remarqué que les yeux d'un bleu glacial de Dante brillaient maintenant d'un rouge intense. Dès que Virgile et Arkham quittèrent le sommet de la tour, la puissance démoniaque de Dante explosa. Ses yeux rouges luisaient et des fissures se formèrent sur ses bras et ses jambes. Au bout d'un moment, la blessure de Dante guérit, puis sa poussée de puissance cessa. Bien que sa puissance de base ait été renforcée, une fois tout revenu à la normale, Dante resta face contre terre, inconscient. James décida d'apparaître à ce moment précis. En fait, alors que Virgile s'apprêtait à tuer Dante, James commença inconsciemment à libérer sa soif de sang. Arkham, sentant le danger, empêcha Virgile de porter le coup fatal. En regardant Dante, James ne parlait à personne en particulier. Donc, l'expérience de mort imminente vous a fait réveiller votre déclencheur du diable, hein? Chapitre 32, avant la confrontation finale. Plusieurs heures plus tard, Dante se réveilla. En scrutant les alentours, il remarqua James assis non loin de là. On dirait que la belle au bois dormant est réveillée, dit James avec un sourire moqueur. Ferme ta gueule, dit Dante, stupéfait. On dirait que tu t'es encore fait botter le cul, dit James avec un sourire. Sérieusement, tais-toi, dit Dante avec plus de force. D'accord, dit James en haussant les épaules. J'imagine que ton attitude signifie que ce n'est pas encore mon tour, hein? Tu as raison, dit Dante avec colère. Virgile a volé la seule chose qui me restait à ma mère, et je vais la récupérer. En entendant ces mots, Dante frappa l'un des piliers érigés au sommet de la tour. Au bout d'un moment, l'endroit où le poing de Dante avait frappé le pilier explosa, laissant un large cratère à sa place. Haussant les épaules une fois de plus, James informa Dante. Je peux sentir la présence de Virgile sous la tour, alors nous devrions. Avant que James ait pu terminer, Dante courut jusqu'au bord de la tour et sauta. En descendant, Dante élimina une multitude de morts-vivants volant grâce à son style unique de combat aérien. Finalement, sa descente fut interrompue lorsqu'une énorme créature serpentine l'avala. Du haut du Temant Nigru, James observait le combat aérien palpitant de Dante. Tandis que Dante était englouti, James soupira. Soupir, vraiment? Si seulement tu m'avais écouté. Qu'est-ce que j'attendais d'un idiot? Avec cela, James a créé un cercle de téléportation puis s'est téléporté au sol. Pendant ce temps, Dante se retrouvait à l'intérieur de la bête qu'il avait engloutie, entouré de hordes de morts-vivants de bas niveau. Tandis qu'il se frayait un chemin à travers la horde, Dante réfléchissait. James était-il là? Pourquoi diable ai-je sauté? J'aurais pu lui demander de me téléporter au sol, de trouver une entrée et de poursuivre Virgile. Comprenant qu'il était trop tard pour pleurer sur le lait renversé, Dante se fraya un chemin à travers le serpent, détruisant les morts-vivants sur son passage. Il finit par pénétrer dans une chambre contenant une masse de chair suspendue ressemblant à un foie. À cet instant, Dante conclut que le moyen le plus rapide de s'enfuir du serpent était de le tuer. Et le plus efficace serait de détruire ses organes internes. Chargé d'une nouvelle mission, Dante se fraya un chemin à travers le corps du serpent, détruisant les morts-vivants et ses organes internes. Après avoir détruit ce qu'il identifia comme son cœur, une sensation de légèreté l'envahit. Boum! À l'extérieur de la tour, le soleil s'était levé. La jeune femme de tout à l'heure cherchait une nouvelle entrée.
Juste au moment où elle en trouvait une énorme créature tomba du ciel non loin de là. Lorsqu'elle toucha le sol, l'île entière trembla brièvement. À l'intérieur de la tour, Vergil s'arrêta et tourna la tête vers l'impact. Au même moment, Arkham fronça les sourcils et continua son travail. Une fois la poussière retombée, la jeune femme identifia la créature tombée comme un gros serpent. Elle s'approcha lentement de la créature pour évaluer son niveau de menace. Lorsqu'elle fut suffisamment proche, elle s'arrêta et observa son état. Au bout d'un moment, elle remarqua un tic dans ses yeux, ce qui la poussa à sortir son pistolet et une mitraillette de leurs étuis à la hanche et au bas du dos. Prête à tirer à tout moment, elle vit l'œil exploser de l'intérieur. Et Dante, le démon qu'elle avait rencontré 2 fois la nuit précédente, en sortit. Se retrouvant face à face, Dante fut le premier à parler. « Tu me traques ?» demanda Dante, même couvert de sang, mais il réussit tout de même à esquisser ce qu'il considérait comme un sourire charmeur. « Si tu es là pour m'inviter à sortir, je m'en vais. Les filles qui me tirent une balle dans la tête ne sont pas mon genre. » « Moi ?» demanda la jeune femme, visiblement peu amusée. « Sortir avec un démon, pas dans cette vie. » En entendant cela, Dante sortit un de ses pistolets et le pointa en direction de la jeune femme. Le déplaçant légèrement sur le côté, Dante appuya sur la détente. Derrière la jeune femme, une tête de mort-vivant explosa en morceaux. Puis Dante sortit son autre pistolet, et tous deux se retrouvèrent dos à dos, tirant sur la horde de morts-vivants qui les entourait. « Alors pourquoi une dame comme vous est-elle ici, dans un endroit pareil ?» demanda Dante, décidant d'engager la conversation. « Ce ne sont pas tes affaires » répondit la jeune femme. « Alors ? Comment t'appelles-tu » demanda Dante, faisant de son mieux pour entretenir la conversation. « Je n'en ai pas » répondit sèchement la jeune femme. « Alors, comment t'appeler » demanda Dante, une fois de plus. « Appelle-moi comme tu veux » cria la jeune femme, agacée. « Peu importe, madame » répondit Dante, lui aussi irrité, avant de se précipiter vers l'entrée du Temple Nigru. « Je vous laisse faire, j'ai des endroits où aller. Des gens à voir, et tout ça. » Dante laissa alors Lady, un nom qui la suivrait à jamais, affronter seule la horde de morts-vivants. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était déjà impressionnée par le nombre, Lady entendit une voix calme. « Dispersez-vous, sans bons accurats, point. » Après cela, un nuage de pétales de cerisier flottant déchira la horde. Partout où il allait, il n'y avait que des monceaux de morts-vivants dans son sillage. Voyant que les morts-vivants avaient été pris en charge, Lady entra également dans le Temple Nigru. Pendant ce temps, Dante était entré dans ce qui semblait être un auditorium. En approchant de la scène, il fut accueilli par une belle femme nue. Dante, prêt à un nouveau combat, élimina la rébellion. Mais au lieu de se mettre en position de combat, la femme à moitié nue s'avança vers Dante en déhanchant de manière séduisante. En approchant, elle tendit la main gauche et commença à caresser la joue de Dante. « Mon Dieu, dit la femme d'un ton séduisant. Sparda était un très beau démon. Mais toi, son fils, tu es aussi très beau. » Dante, cependant, ne répondit pas. Au même moment, l'électricité se mit à danser dans la main droite baissée de la femme. Avant qu'elle ne puisse la lever pour attaquer, Dante lui envoya rébellion en pleine poitrine, la clouant au sol. « Comment » demanda la femme tandis que du sang coulait de sa bouche et de sa poitrine. « C'est très simple » commença Dante. « Tout dans cette tour veut ma mort. » Elle a complètement disparu. « Merde » hurla la femme en rassemblant le reste de ses forces pour attaquer Dante. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, il trouva l'un des pistolets de Dante pointé sur l'endroit entre ses sourcils. « Peut-être la prochaine fois, ma belle. » Populaire. Après cela, la femme à moitié nue gisait sans vie sur le sol. Puis, Dante leva la main vers lui, et une sphère lumineuse émergea de son corps. Lorsque Dante la saisit, elle se transforma littéralement en guitare électrique. Avec la guitare en main, Dante ressentit le besoin d'en tester la qualité, ce qui le conduisit à une performance heavy metal improvisée, avec spectacle de lasers électriques et pyrotechnie. Applaudissements. 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 Dès la fin du spectacle, un applaudissement personnel retentit dans l'auditorium. Regardant dans la direction d'où provenait le son, Dante trouva James debout, qui l'applaudissait. Même si le heavy metal n'est pas mon truc, la prestation était excellente. Au moins 8 sur 10, a déclaré James en donnant son avis. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est d'où venaient les feux d'artifice. Je comprends le spectacle de laser, mais les feux d'artifice m'ont complètement déconcerté. Ignorant les bêtises de James, Dante posa une question. Alors, tu as aidé la fille, demanda Dante avec indifférence. Oh, tu as remarqué que j'étais là, hein, demanda James, amusé. Tu crois que je serais parti alors qu'ils étaient si nombreux si je ne l'avais pas fait, demanda Dante avec colère. Tu es un Tsundere, n'est-ce pas, Dante, demanda James en riant. Dante est simplement parti, sachant que rien de bon ne sortirait d'une guerre de mots avec le mineur. En regardant Dante s'éloigner, James murmura, tu n'es pas drôle. Puis Flash s'éloigna pour continuer à suivre Dante. Après avoir traversé brièvement le Temple Nigru, Dante rencontra un autre gardien. Celui-ci, un grand canidé bipède aux ailes de lumière, à la queue de scorpion et à la cicatrice sur l'un de ses yeux, entra dans une rage furieuse à sa vue. Toi, tu as cette odeur de traître, hurla le gardien avec fureur. Tu dois être le rejeton de ce traître Sparda. Waouh, avec un nez comme le tien, pas étonnant que tu ressembles à un chien, dit Dante d'un ton moqueur.
Comment oses-tu, hurla de nouveau le gardien, rageuse. Je vais te mettre en pièces. Ah. Le chiot veut jouer, dit Dante, poursuivant sa taquinerie. Viens, Fido, on va jouer. Furieux, le gardien attaqua Dante. Évitant l'attaque de justesse, Dante dégaina rébellion et frappa. En changeant de corps au dernier moment, le gardien évita une blessure mortelle et choisit sagement de battre en retraite. Tu m'as peut-être vaincu pour l'instant, mais je reviendrai te détruire, hurla le gardien en volant sur ses ailes de lumière. Je te traquerai jusqu'aux confins de l'enfer s'il le faut. Mon Dieu, c'est quoi tous ces clichés sur les méchants que j'entends depuis que je suis ici, demanda Dante en se grattant la tête. C'est parce qu'il y a tellement de méchants clichés ici, dit James d'un ton neutre en apparaissant à côté de Dante. Je veux dire, tout le monde ici veut dominer le monde, travaille à travailler pour quelqu'un qui veut dominer le monde, ou veut s'accaparer tout le pouvoir. Si ce ne sont pas des méchants clichés, comment les appelle-t-on? Je crois que tu as raison, dit Dante en hochant la tête. Bon, j'y retournerai. Puis Dante se remit en marche. James, bien sûr, continua de le suivre. Pendant ce temps, Virgile faisait face à Arkham. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu n'as pas tué la fille quand vous l'avez rencontrée au sommet de la tour, demanda Virgile d'un ton dégoûté. Je l'ai laissée en vie parce que je ne pensais pas qu'il était nécessaire de la tuer, répondit calmement Arkham. Virgile regarda Arkham avec scepticisme et s'approcha de l'homme d'âge moyen. Je ne sais pas ce que tu prévois, dit Virgile, la main sur la poignée de son épée. Ching. Mais tout s'arrête ici, dit-il en tirant rapidement son épée et en la tirant à travers la poitrine d'Arkham. Alors que Virgile retirait l'épée du corps d'Arkham, il se retourna. Sans Virgile et son épée pour le soutenir, Arkham s'effondra. Virgile, quant à lui, ne se retourna pas et continua vers la chambre rituelle où il aurait sa confrontation finale avec Dante. Quelque temps plus tard, après avoir traversé les couloirs et les énigmes qui bloquaient son chemin, Dante tomba sur Arkham. Comprenant que c'était l'homme qui l'avait provoqué, Dante comprit qu'il avait dû se disputer avec Virgile. Tandis que Dante examinait les blessures d'Arkham, Lady entra également dans la chambre, où elle trouva Dante debout au-dessus d'un homme mourant. Au même moment, pensant avoir retrouvé Dante, le gardien qui s'était échappé de Dante plus tôt retrouva Virgile. Maintenant que je t'ai retrouvé, je vais te tuer et effacer la lignée Sparda de ce monde, grogna le gardien avec colère. En réponse, Virgile posa sa main sur la poignée de son épée et dit, « Vraiment ?» Chapitre 33, le diable peut pleurer. « L'as-tu tué ?» demanda la dame, le regard fixé sur Dante. « Et alors ?» demanda Dante en retour. En réponse, Lady sortit son pistolet et le pointa sur Dante. Les yeux ardents de colère, elle commença à parler. « Cet homme m'a volé tout ce qui m'était cher », s'écria Lady, bouleversée. « Cet homme, mon père, a non seulement tué sa femme, mais il a aussi ôté la vie à tant d'innocents. C'est donc une affaire de famille, pensa Dante à voix haute. Entendant les murmures de Dante, Lady commença à tirer. Dante esquiva les coups sans effort, sa colère grandissant à chaque tir manqué. « Qu'est-ce qu'un démon comme toi peut bien savoir de la famille ?» hurla Lady de colère en arrêtant de tirer. Au lieu de l'irriter davantage, Dante décida de garder le silence. Voyant la douleur de la perte dans ses yeux, Dante comprit. Se remémorant le jour où il avait perdu sa mère, il continua de la fixer en silence. Finalement, Lady se détourna. « Vas-y » dit la dame d'un ton abattu. Sur ce, Dante se dirigea dans la même direction que Virgile. Au même moment, dans la chambre rituelle, Virgile affronta le gardien aux ailes de lumière. Alors que le gardien se relevait et avançait, Virgile dégaina son épée. D'un seul coup, le gardien fut transpercé de la tête à l'aine. Cette épée. Tu n'es plus la même, dit le gardien. Bon sang. Sparda a 2 fils. À la fin de ces paroles, le gardien commença à se fendre en 2. Alors que les 2 morceaux du cadavre tombaient au sol, Virgile leva la main, faisant surgir une sphère lumineuse du corps du gardien. Dès que Virgile la ramassa, elle se transforma en un ensemble de gantelets et de gants émettant de la lumière. Testant sa puissance, Virgile frappa le mur, provoquant d'importantes fissures dans la structure. Satisfait de sa force, Virgile libéra bras du diable et attendit l'arrivée de Dante. Pour ouvrir le seau, il te faut le sang de Sparda ou de sa famille, dit Virgile en regardant vers l'entrée. Eh bien, le sang de Dante devrait suffire. De retour dans la chambre, Arkham, allongé sur le sol, ouvrit les yeux et scruta les alentours. Dès qu'il aperçut Lady, il parla avec difficulté. « Maria ? C'est toi ?» demanda Arkham, incertain. « Où est ta mère ?» Une fois de plus, Lady sortit son pistolet, le pointant cette fois sur Arkham. « Comment oses-tu » rugit la dame, furieuse. « Tu l'as tuée et maintenant tu demandes où elle est. »« Je l'ai tuée » demanda Arkham, confus, puis, comme s'il se souvenait de ses actions passées, il poursuivit. « C'est vrai, je l'ai tuée de mes propres mains. Je n'étais pas assez fort pour résister à son influence. » Les yeux grands ouverts, Lady répondit au murmure de son père. « L'influence ? Tu dis que tu étais possédé ? Oui, je suis tombé sous l'influence de ce diable. Il veut apporter l'enfer dans ce monde, dit Arkham d'une voix faible. Ce démon, Virgile. » Peu de temps après ces derniers mots, Arkham retomba inconscient, respirant de manière saccadée. Remettant le pistolet dans son étui, Lady serra les poings de colère. « Virgile, je te tuerai pour avoir détruit ma famille.
Pendant ce temps, Dante traversait le dernier couloir menant à la salle rituelle. Dès son entrée, il aperçut Virgile et commença à parler. « Frère, je crois que tu as quelque chose qui m'appartient, » dit calmement Dante. « Je pense qu'il est temps que tu me le rendes. »« Oh, c'est ça que tu veux dire ?» demanda Virgile en sortant l'amulette de Dante de la poche intérieure de son manteau. « Tu sais que maman nous a donné à chacun la moitié de l'amulette entière, n'est-ce pas? Sais-tu seulement à quoi sert vraiment cette amulette? » « Peu importe, » dit Dante, un peu irrité après avoir vu sa moitié de l'amulette. « C'est tout ce qu'il me reste de maman, et je ne laisserai personne me la prendre, surtout pas toi. » « Mon petit frère idiot, » dit Virgile en rangeant l'amulette dans la poche intérieure de son manteau. « Viens la récupérer. »« Si tu peux, bien sûr. » Alors que Virgile finissait de parler, il manifesta son nouveau bras du diable. Gantelets et plumes recouvrant ses bras et ses jambes, Virgile adopta une posture de combat. « Nous verrons bien, » répondit Dante en tirant Agni et Rudra en arrière. Adoptant sa propre posture de combat, Dante se précipita finalement sur Virgile. Alors que Dante s'élançait, Virgile le suivit de peu. Rapprochant rapidement Virgile, il lança un coup droit croisé, que Dante para avec Rudra de la main gauche. Il répliqua ensuite avec Agni, que Virgile bloqua du bras gauche et frappa Dante au menton. Le coup de pied fit chanceler Dante, le faisant saigner de la bouche. Alors que Dante titubait, Virgile en profita pour lui asséner plusieurs coups de poing au torse, le faisant cracher du sang. Suite au coup, Virgile lui assena un coup de pied dans l'abdomen, l'envoyant voler. Alors que Dante s'effondrait après ce coup de pied, il se releva rapidement. Courant vers Virgile, il envoya Agni dans la poitrine de ce dernier. Esquivant le coup, Virgile décocha un crochet du droit, que Dante évita en l'esquivant. Croisant Agni et Rudra, Dante laissa une entaille en forme de croix sur la poitrine de Virgile. Enchaînant avec un coup de pied, Virgile, comme Dante auparavant, fut projeté dans les airs. Se relevant lentement après avoir heurté le sol suite au coup de pied de Dante, Virgile lâcha son bras du diable et dégaina son katana. Voyant cela, Dante changea également les armes d'Agni et Rudra pour rébellion. Dès qu'ils manièrent leurs armes préférées, ils s'attaquèrent à nouveau. Dante lança son offensive par une attaque descendante, que Virgile para du côté de son épée. Une fois l'épée de Dante propre, Virgile dégaina sa propre épée, Rébellion, tentant de trancher un poignet de Dante. Dante réagit en lâchant la poignée et en dégainant un de ses pistolets avec la main visée par Virgile. Il tira alors plusieurs coups, forçant Virgile à abandonner son attaque et à dévier les balles avec son épée. « On dirait que tu as progressé depuis notre dernier combat, » dit Virgile, tandis qu'ils étaient un peu éloignés. « Est-ce que ça veut dire que tu t'es enfin réveillé ?» Sur ce, Virgile commença à exercer une pression plus forte, ses yeux devinrent rouges et des fissures apparurent sur ses bras et ses jambes. Dante, voyant l'état de Virgile, activa son propre déclencheur du diable. Puis, dans un éclair, les deux hommes se chargèrent l'un l'autre et commencèrent à échanger des coups d'épée à une vitesse bien plus rapide qu'auparavant, subissant chacun des dégâts et versant du sang. Alors qu'ils atteignaient tous deux les limites de leur résistance physique en raison de l'intensité du combat et des dégâts subis, leurs états déclencheurs du diable s'estompèrent. Alors qu'ils revenaient tous deux à la normale, Lady entra dans la pièce. Voyant l'homme inconnu au visage familier, elle pointa ses armes, un pistolet et une mitraillette, sur Virgile. « Pour avoir manipulé mon père et détruit ma famille, je vais te tuer » cria la dame en ouvrant le feu. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Dante tandis que Lady ouvrait le feu sur Virgile. Esquivant la pluie de balles, Virgile s'approcha de Lady et brandit son épée. Virgile étant si proche, Lady arrêta le tir et croisa les deux armes qu'elle tenait devant elle pour parer l'attaque de Virgile. « Ton père » Arkham, demanda Virgile, amusé. « Il t'a dit que je l'avais manipulé » Sans attendre de réponse, Virgile repoussa Lady d'un coup de pied. Une fois son équilibre retrouvé, le combat dégénéra rapidement en une mêlée à trois. Coups d'épée et balles fusantes laissèrent apparaître de petites coupures et des gouttes de sang sur les corps des trois combattants. Finalement, chacun s'éloigna pour reprendre des forces. À cet instant, un homme portant un masque de clown, Gesté, entra sur le site rituel. Applaudissant les trois hommes d'un air moqueur, Gesté se fraya un chemin jusqu'au centre de l'affrontement. « C'était spectaculaire », a déclaré Gesté, tout en applaudissant. « Très impressionnant. »« C'est encore toi, » dit Dante, agacé. « Mais qui êtes-vous » demanda la dame, perplexe. « Alors, tu es toujours en vie » dit Virgile avec dédain. « Je vais devoir arranger ça. » Virgile chargea alors Gesté, le frappant de son épée. Gesté, cependant, avait l'attention sur Lady, sans regarder Virgile, lui fracassa l'épée entre les paumes. Il s'immobilisa sur place. « Oh, Marie, as-tu oublié ton cher vieux père sitôt ?»« Ça me fait vraiment mal, » dit Gesté, feignant la tristesse. Puis il tourna son attention vers Virgile et dit, « Cette bataille a dû t'épuiser. Tu devrais pouvoir me couper en deux sans problème. » Le masque de Gesté commença à disparaître. À sa place, on pouvait apercevoir le visage d'Arkham. « Mais je tiens à vous remercier, » dit Arkham en souriant. « Merci d'avoir rassemblé tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien mon plan. »« Ton plan ?» demanda la femme d'un ton dur. « Alors, tu me mentais en disant que tu étais possédé ?» Sur ce, Lady attaqua Arkham et Dante suivit peu de temps après. « Ah 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 !» Gesté éclata de rire à l'approche de Dante et Lady. « Maintenant, tout est parfait. » À cet instant, une explosion d'énergie démoniaque projeta Dante, Virgile et Lady dans les airs.
Cette énergie démoniaque fut produite par Arkham, un humain. Grâce à des rituels interdits, Arkham parvint à assimiler une grande quantité d'énergie démoniaque dans son organisme, au prix du sacrifice de nombreux humains innocents. L'énergie démoniaque affectant leur système, ni Dante ni Virgile ne parvinrent à régénérer leurs blessures rapidement. Profitant de cette opportunité, Arkham s'approcha de Virgile. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit les 2 moitiés de l'amulette que Dante et Virgile conservaient avec eux. Maintenant, tout est réuni. Je vais m'approprier le pouvoir de Sparda, dit Arkham avec joie. Tu as fait un excellent travail en rassemblant la plupart des matériaux nécessaires pour ouvrir le sceau entre le monde des humains et le monde des morts, Virgile. Avec la gravité de ses blessures, Virgile ne pouvait que regarder Arkham. Je t'ai parlé du sang des enfants de Sparda et des 2 moitiés de l'amulette. Mais j'ai oublié une chose, dit Arkham en s'approchant de Lady. Il sortit alors la grande arme polyvalente de son dos et pointa la pointe de la lame vers son dos désormais exposé. La dernière chose nécessaire pour ouvrir le sceau, c'est le sang d'un descendant de la prêtresse qui a sacrifié sa vie pour aider Sparda à sceller le chemin. Dès qu'il eut fini de parler, Arkham planta son épée dans le dos de Lady, la clouant au sol et répandant son sang en abondance. Trop douloureuse pour crier, Lady sentit sa conscience s'évanouir. Tout est prêt, dit Arkham en brandissant les 2 moitiés de l'amulette et en s'apprêtant à les combiner. Grâce au pouvoir de Sparda, je vais devenir un dieu. Désolé, nous ne pouvons pas permettre cela, dit une voix derrière Arkham. Lorsque cette voix se fit entendre, une fine ligne rouge apparut sur le cou d'Arkham. Alors qu'il essayait de tourner la tête pour voir qui l'interrompait, la tête d'Arkham glissa de son cou et tomba au sol. Soupir, j'ai quand même dû nettoyer le désordre à la fin, dit James en s'approchant du cadavre décapité d'Arkham et en récupérant les 2 amulettes. Il les tendit ensuite à Dante et lui demanda lequel lui appartenait. Dante désigna faiblement celui qu'il tenait dans la main gauche. James le lança à Dante, qui réussit à l'attraper. Il lança ensuite l'autre à Virgile et commença à parler. C'est un cadeau de ta mère. Profitant bien, dit James d'un ton solennel. Oh, et tu peux y aller. Je sais que cette épée, Yamato, peut couper les dimensions. Utilise-la, et où que tu ailles, ce n'est pas mon problème. Surpris que James connaisse le secret de son épée, Virgile rassembla ses dernières forces pour se relever. Une fois debout, il secoua Yamato, ouvrant ainsi un trou dans l'espace. Avant de sauter, il s'adressa à Dante. Ce n'est pas fini, la puissance du père sera mienne. Au lieu de Dante, c'est Jacques qui a répondu. Eh bien, tu ferais mieux de trouver une autre solution, dit James avec indifférence. Je signalerai tout cet incident aux 4 grands satans, et l'accès à Temant-Nigru sera alors sévèrement restreint. Grognant d'agacement, Virgile bondit dans le vide. Après son départ, la déchirure se referma lentement d'elle-même. Maintenant, je suppose que je dois faire quelque chose à son sujet, dit James en tournant son attention vers Lady, qui était dangereusement proche du saignement. S'approchant d'elle, James retira l'épée du corps de Lady et jeta l'arme polyvalente. Accroupi à côté d'elle, James commença à parler. Si tu ne veux pas mourir, je peux te garder en vie, dit James, commençant une explication. Le problème, c'est que tu cesseras d'être humain. James lui expliqua alors le système de la pièce maléfique et les avantages et les inconvénients d'intégrer sa péri. Il lui offrit ensuite les mêmes conditions qu'à Dante, sans boutique. Elle travaillerait dans la boutique de Dante qui allait bientôt ouvrir. Sa conscience embrouillée, Lady écouta l'explication de James et accepta. James n'était cependant pas sûr d'être au courant de sa décision. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle accepta, James tendit la main droite vers elle, et 2 pions apparurent flottant au-dessus d'elle. Votre puissance et votre potentiel sont impressionnants pour un être humain normal, dit James en pressant les 2 pions contre son corps. Les blessures de Lady commencèrent alors à guérir rapidement. Dante récupéra suffisamment pour se lever et marcher vers James et Lady. J'aurais pu m'occuper de ce type si tu m'avais donné un peu plus de temps, se plaignit Dante. Je n'en doute pas, dit James, à la surprise de Dante. Mais le chemin vers le monde des morts aurait été complètement ouvert. Même si cela n'avait été que de courte durée, le chaos qu'il aurait provoqué dans le monde des humains aurait été répugnant. Dante hocha la tête, toujours en colère de la façon dont tout cela s'était terminé. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis sûr qu'on reverra Virgile. Ensuite, tu pourras régler tes comptes avec lui, dit James en tapotant l'épaule de Dante. Maintenant, sortons d'ici. Je veux prendre une douche. Et avec cela, James créa un cercle de téléportation et ramena Dante et Lady au domaine d'Alavru. 3 semaines plus tard. Monde humain, Japon, Kuo. Durant ces 3 semaines, Lady, la dernière recrue de la péri de James, avait été intégrée au groupe et patrouillerait avec Seu Chulin, car tous 2 avaient la plus faible portée de détection de la péri de James. De plus, tous les élèves réussirent l'examen d'entrée. Sona, James et Tsubaki se classaient respectivement première, deuxième et troisième parmi les nouveaux élèves. Ria et Akeno se classaient respectivement 5e et 6e. Dans l'ensemble, le groupe obtint d'excellents résultats. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de la boutique de Dante, chasseur de démons et détective privé. 3 semaines après les dégâts, la boutique a été restaurée comme neuve. À ce moment-là, James, Dante et Lady étaient assis dans la boutique. Alors, as-tu trouvé un nom pour cet endroit, demanda James. Eh bien, il l'a fait, répondit Lady, clairement mécontente du sens du nommage de Dante. Oh, alors qu'est-ce que c'est, demanda James.
Le diable peut pleurer, répondit fièrement Dante. L'enseigne au néon devrait être installée aujourd'hui. Ouais, je l'ai vu venir. Pensa James. Chapitre 34, le premier jour d'école. Premier jour d'école. Monde humain, Japon, Kyoto. Cela fait un peu plus d'un mois que la boutique Devil May Cry de Dante a ouvert ses portes. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant ce temps. James s'est assuré que la salle d'entraînement qu'il avait financée était équipée du matériel adéquat pour le club de MMA qu'il prévoyait d'ouvrir. Le groupe de 5 est également allé chercher leurs uniformes scolaires à la Kyoto Academy. Il est intéressant de noter que James a été contraint de retirer 4 des 5 filles qui l'intéressaient le temps d'acheter leurs uniformes. Bien sûr, cela a ravi Sona, Akeno, Misor et Moka. Ria, quant à elle, était furieuse de jalousie et de tristesse. Si elle comprenait pourquoi James refusait de l'inviter à sortir, connaître la raison ne l'aidait pas à accepter. Même aujourd'hui, au début de sa vie de lycéenne, Ria n'a toujours pas abandonné l'affaire. Tôt le matin du premier jour d'école, James, Sona et Tsubaki quittent à pied le quartier résidentiel UP où ils habitent pour se rendre à l'école. Ayant déjà exploré la ville plus d'une fois en 3 mois, ils n'ont pas à craindre de se perdre en chemin. Le trio se met donc en route de bonne humeur. Après une vingtaine de minutes de marche, ils arrivent aux portes de l'académie. À leur arrivée, ils trouvent Ria et Akeno qui les attendent devant les portes. « Bonjour, Ria et Akeno », dit James en souriant. « Vous êtes impatients de commencer une nouvelle école. »« Bonjour, James, Miss Sona et Tsubaki », répondit Akeno. « Bonjour, Ria et Akeno », dit Sona, saluant également sa meilleure amie et sa reine. « Bonjour, mademoiselle Ria et Akeno ». Tsubaki et son roi lui offrirent également leurs salutations. La seule personne présente à ne pas encore avoir pris la parole est Ria. Au lieu de saluer le groupe, elle plissa les yeux vers James et Sona. À en juger par le regard de Ria, James savait ce qui allait arriver. Il décida donc d'agir et de clore cette discussion avant même qu'elle ne commence. Soupire Ria, je sais ce que tu penses rien qu'en te regardant, dit James, exaspéré. Tant que tes fiançailles avec Rizé ne seront pas annulées, on ne sortira pas ensemble. Ria fit la moue en entendant les paroles de James. C'est pas juste. Moi aussi, je veux passer du temps avec toi. Ria, tu vas chez James tous les jours depuis notre arrivée en ville, dit Sona, adoptant le même ton exaspéré que James. Tu passes du temps avec lui tous les jours. Tu sais ce que je veux dire, Sona, gémit Ria. Je veux passer du temps seul avec lui. De plus, je n'aime pas que ma reine ait l'avantage sur moi. En réponse aux paroles et au regard de Ria, Akeno utilisa sa main pour couvrir sa bouche et rit doucement avant de parler. Fu. Ria, comment peux-tu dire que c'est injuste, demanda Akeno avec un sourire légèrement sadique. Je prendrai mon temps pour m'assurer que James est convenable, pour toi une fois tes fiançailles annulées. Lorsqu'Akeno arriva au mot « convenable » dans sa dernière phrase, elle fit semblant de se lécher l'index avant de poursuivre. Comprenant les intentions d'Akeno, Ria fit la moue encore plus fort. James, quant à lui, était stupéfait par le comportement d'Akeno. Tandis que Sona s'efforçait de retenir son rire en voyant l'expression de Ria, Tsubaki regarda sa montre pour vérifier l'heure. Remarquant l'heure, elle s'adressa au groupe. « Je pense qu'on devrait y aller, les gars. On doit vérifier nos devoirs et arriver à l'auditorium avant le début de la cérémonie d'ouverture, dit calmement Tsubaki, mettant fin à cette conversation stérile. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là, dit James en regardant sa montre après le rappel de Tsubaki. Sona, tu as de la chance d'avoir une reine comme Tsubaki. Pas étonnant que Lancé soit si amoureux d'elle. En entendant le commentaire de James, Tsubaki rougit. Bien que leur relation n'ait pas encore atteint un certain stade, il est évident pour quiconque a les yeux fixés que Seiyu et Tsubaki s'intéressent l'un à l'autre. En ajustant ses lunettes, Sona a également commenté. Une autre raison de continuer serait que nous semblons attirer beaucoup d'attention, a déclaré Sona en faisant subtilement des gestes autour d'elle. Voyant tous les regards braqués sur elle, le groupe décida de s'éloigner du portail de l'école et de vérifier immédiatement les devoirs. Les filles commencèrent à marcher devant, suivies de près par James. En les observant, il réalisa combien elles avaient grandi depuis leur enfance. La plus grande du quatuor féminin était Ria, mesurant environ 1,73 m. Sona, quant à elle, était la plus petite, mesurant 1,65 m. Akeno mesure ensuite environ 1,68 m et Tsubaki 1,70 m. En les observant, James réfléchissait. Pas seulement en taille, les filles ont vraiment grandi dans leur ensemble. Elles rendent ces uniformes superbes. Les 4 filles portaient l'uniforme féminin de l'Académie Kyoto, une chemise blanche à manches longues avec doublure verticale, un ruban noir autour du cou, une cape noire drapée sur les épaules et un corset boutonné assorti, ainsi qu'une jupe magenta à bordure blanche. Leur beauté, à l'image de leur beauté, attirait l'attention des garçons et des filles à l'entrée. « James, pourquoi marches-tu si lentement ?» demanda Ria en se retournant, se dépêchant de rejoindre James. Quand James revint au groupe, tous les regards se tournèrent vers lui. Son charme était également agréable à regarder, ce qui était un atout. Son beau visage, ses longs cheveux tressés et sa silhouette fine mais musclée composaient son uniforme masculin, une veste noire à passepoil blanc sur une chemise blanche à manches longues et doublure verticale, un col noir, un pantalon noir assorti et des chaussures marron. Il avait fière allure. James regarda autour de lui, remarquant les regards qu'il recevait.
C'est moi, ou les garçons me regardent-ils beaucoup, demanda James au groupe de filles qu'il fréquentait. Et beaucoup semblent promettre la mort, ou du moins beaucoup de souffrance. En entendant la question de James, les filles regardèrent autour d'elles et remarquèrent la même chose. Puis elles éclatèrent de rire à l'unisson. James, tu es trop mignon, dit Akeno en s'approchant de James, repoussant Ria. Elle prit ensuite James par le bras et poursuivit, ils sont jaloux. Alors que tous observaient la foule autour d'eux, ils remarquèrent l'air sombre des garçons au moment où Akeno s'accrochait à James. Tous sauf Ria, bien sûr. Maintenant, elle regardait Akeno avec la même intensité que les garçons avec James. Voyant la situation, Sona et Tsubaki ne purent s'empêcher d'éclater de rire, tandis que James ne put que sourire ironiquement. Akeno, au moins, cache tes tendances sadiques à l'école, dit James d'une voix faible. Je sais que tu aimes taquiner Ria, mais tu dois faire attention à tes PO. En entendant la légère réprimande de James, Akeno sourit gentiment puis reprit sa position précédente, Ria entre elle et James. Sur ce, la moue de Ria s'adoucit, même si elle n'en était pas encore tout à fait remise. Elle n'avait pas le droit d'être aussi intime avec James en raison de son statut de fiancée. Alors qu'ils se promenaient dans l'école et discutaient avec animation, le groupe arriva au tableau affichant les devoirs. À côté, le classement des élèves selon leurs résultats aux examens d'entrée. Ils décidèrent d'y revenir plus tard, et, pour gagner du temps, ils consultèrent chacun la liste de leur classe. Finalement, ils découvrirent qu'ils étaient tous dans la même classe. Je l'ai trouvé, dit calmement Tsubaki. On est tous en classe 1A. En entendant le rapport de Tsubaki, Ria, Sona et Akeno sourirent joyeusement. James, quant à lui, les regarda avec scepticisme. Face au regard insolent de James, les filles réagirent à l'inverse. Sona, comprenant pourquoi James avait cet air, rougit et baissa la tête. Ria, quant à elle, bomba fièrement son imposante poitrine et répondit avec la même insolence que James. Je sais que j'ai chaud, mais si tu ressembles à ça, je vais rougir, dit Ria avec un grand sourire sur son visage. Akeno a répondu à la réplique effrontée de Ria en couvrant sa bouche avec sa main et en riant. Fu. Ça me rappelle des souvenirs, dit Akeno avec un sourire nostalgique. Remarquant que Sona et Tsubaki semblaient hors de question, elle expliqua. Quand James m'a sauvé des poursuites du clan Imujima, il a utilisé 100 bons Akura pour arrêter une série de sorts qui me visaient. Quand je l'ai regardé, incrédule, il a dit ce que Ria venait de me dire. Après avoir entendu l'explication, Sona et Tsubaki rirent. James, remarquant les filles, remarqua que celle qui avait terminé 4e à l'examen d'entrée était dans sa classe. Sans nous, Kusaka Reya, arrivée 4e, aurait été la meilleure à l'examen d'entrée, dit James en lui caressant le menton. Elle doit être très impressionnante. Les yeux de Sona s'illuminèrent à la déclaration de James. Elle saisit alors James par la manche et le supplia doucement. Ria et toi avez déjà de nombreux membres dans votre péri. Si elle est apte, ne vous battez pas pour elle, d'accord, demanda Sona, les yeux écarquillés. En souriant, James tapota la tête de Sona et accéda à sa requête. Ne t'inquiète pas, Sona, je vais le lâcher. Tu devras convaincre Ria toi-même. Sona remercia James, puis le groupe se dirigea vers l'auditorium. Tout au long du chemin, les regards jaloux des garçons le transpercèrent sans cesse. C'était la première fois qu'il attirait autant d'émotions négatives, et il commença à se sentir mal à l'aise. Pourtant, en apparence, son sourire éclatant ne quittait pas son visage, attirant le regard de nombreuses filles alentour. Lorsque les garçons s'en aperçurent, leurs regards s'intensifièrent. Après son arrivée à l'auditorium, les sièges furent rapidement occupés. Pendant ce temps, Sona monta sur scène pour prononcer un discours en tant que représentante de la nouvelle promotion. James, Ria, Akeno et Tsubaki étaient assis au centre de la scène, au milieu des rangs. Un endroit idéal pour faire la grimace pendant le discours de Sona. C'est du moins la raison pour laquelle James avait choisi ces places. Peu après que les élèves et les enseignants eurent pris place dans l'auditorium, la cérémonie d'inauguration commença. Et comme souvent, les discours des élèves de terminale devaient être ensorcelés par le sommeil, car beaucoup luttaient contre le sommeil à la fin des discours du directeur et du directeur adjoint. En revanche, le discours de Sona fut intéressant et lui valut une standing ovation. James fit d'ailleurs les grimaces dont il parlait. Heureusement, Sona ne lui prêta guère attention. Il semble qu'elle s'entendra très bien avec les autres étudiants, dit James calmement. Ria, Akeno et Tsubaki hochèrent la tête. Une fois la cérémonie d'ouverture terminée, les élèves se dirigèrent vers leur classe. Lorsque James et les filles arrivèrent en classe 1A, la première chose qu'ils remarquèrent fut la disposition des sièges. Ria, Sona et Akeno furent déçus, car aucune d'elles n'était assise près de James. Tsubaki, quant à elle, ne s'intéressait pas particulièrement à sa place. James, en revanche, appréciait sa place, au deuxième rang en partant du fond, près de la fenêtre. La place dite du protagoniste. Peu de temps après que James et les filles soient arrivés dans la salle de classe et aient trouvé leur place, le directeur est entré dans la salle. Très bien, tout le monde, prenez place. Je serai votre professeur principal, Nekonomiya Shizuka, dit joyeusement la blonde à lunettes en s'adressant à la classe pleine d'élèves. Nous sommes au Japon, en territoire shintoïste, alors je ne devrais pas être surpris de voir un yokai enseigner, pensa James en détectant l'aura de son professeur. C'est une Nekomata, si je comprends bien. Attendez, c'est un autre personnage croisé.
Après avoir expliqué aux élèves ce qui les attend l'année prochaine, Shizuka leur a demandé de se présenter. Les présentations étant classées par numéro d'étudiant, lui-même basé sur le classement des candidats à l'examen d'entrée, James attendait avec impatience la 4e présentation. Quand ce fut le tour de Kusaka Raya, James tourna son attention vers elle. Il vit une jolie fille aux yeux marrons, au corps élancé, aux longs cheveux bruns terminés par 2 tresses courtes et à la frange qui couvrait ses sourcils. Un bandeau bleu complétait son look. Une fois les présentations terminées, la classe a continué jusqu'à la sonnerie. Comme c'était aujourd'hui le premier jour d'école, les élèves ont pu rentrer chez eux. Les cours reprendraient le lendemain. À la fin de la journée, James et les filles se sont dirigés ensemble vers les grilles de l'école, puis se sont séparés en 2 groupes et sont rentrés chez eux. Chapitre 35, soirée entre filles sur le territoire de Grémory. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Cela fait une semaine que les cours ont commencé à l'Académie Kuo. Cela signifie que cela fait presque 4 mois que le groupe de jeunes diables s'est installé dans le monde des humains. Ce soir, leurs familles ont décidé de se réunir pour s'amuser. Bien qu'elles soient divisées par sexe, Venlana, Rhea, Greffia et Sorafal ont passé une soirée entre filles. Au même moment, Theoticus, Dante, Sirzek et Cassiel joueraient quelques parties de cartes pour passer la nuit. Soupir, Sautan me manque, dit Sorafal d'un ton déprimé. Vous me manquez tous les deux, Sora, dit Rhea en tapotant l'épaule de Sorafal. C'est difficile de croire que cela fait presque 4 mois qu'ils sont partis, a ajouté Greffia. Et ils ne sont pas venus me rendre visite une seule fois, dit Venlana en prenant une gorgée du thé que Greffia avait servi au début de la réunion. Le moral de tout le monde s'est encore un peu détérioré lorsqu'ils se sont rappelés que ce que Venlana avait dit était vrai. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Greffia haussa les épaules. Que veux-tu dire, demanda Sorafal. James et Léona ont fait plusieurs voyages aux enfers ces derniers mois. Greffia répondit aux questions de Sorafal. Comment est-ce possible, demanda Rhea, surprise. James et ses nobles ne sont-ils pas ceux qui surveillent les entrées et les sorties de Kuo? D'après Léona, James a constitué une équipe formidable, dit Greffia, se souvenant de la description de Léona concernant la protection de tout le périmètre de Kuo par la noblesse de James. Dante, fils du grand traître Sparda, surveille le côté sud, la glace de Mysore lui transmet des informations depuis le nord. Moka couvre l'est, ou peut-être l'ouest. D'un côté, Esseu Chulin et sa nouvelle recrue, une chasseuse de démons qu'ils appellent Lady, surveille le côté que Moka ne couvre pas. Soupir, c'est impressionnant, dit Venlana, puis elle réalisa. Greffia, tu n'as jamais mentionné ce que fait James. Oh, d'habitude, il reste près de Sona et Rhea, dit Greffia avant de poursuivre. Mais si un membre de sa famille signale un intrus, James se précipite pour résoudre tout problème potentiel. Apparemment, juste avant la rentrée scolaire, James a atteint la dernière année. Est-ce que cela a été vérifié, demanda Venlana, choquée. Malheureusement, ce n'est pas le cas, dit Greffia en secouant la tête. Bien que je l'ai entendu de la bouche de Léona, elle dit qu'elle-même n'en est pas sûre. Elle dit que son aura semble avoir franchi le pas, mais quand elle pose la question à James, il se contente de sourire et de rester silencieux. Il est devenu un vrai voyou, dit Rhea en riant. Quand il était petit, il ne gardait aucun secret. En entendant cela, Venlana et Greffia sourirent. S'en apercevant, Sorafal prit la parole. Il semblerait qu'il y ait quelque chose que j'ignore, dit Sorafal en regardant Venlana, Rhea et Greffia les yeux mi-clos. Vous me cachez des choses. À l'exclamation de Sorafal, tous 3 revinrent au présent. En réponse, Rhea sourit malicieusement. Oui, c'est sûr, répondit Rhea d'un ton mystérieux. James nous a demandé de garder le secret il y a presque 10 ans. Il y a 10 ans, s'écria Sorafal, surprise. Ce n'est pas juste. James est comme ça, il est mignon, non? J'arrive pas à croire qu'il n'ait rien dit à ce raton. C'est mignon, non? Demanda Rhea, toujours sur ce ton mystérieux. D'après les rumeurs de Tsubaki, Sona ne serait pas d'accord avec toi. En entendant cela, les yeux de Venlana et Greffia s'illuminèrent. Sorafal, quant à elle, resta bouche bée, sous le choc. Elle reprit enfin ses esprits et demanda, que veux-tu dire? Eh bien, d'après ce que Tsubaki m'a dit, James a emmené Sona, Mysore, Moka et Akeno à des rendez-vous depuis leur arrivée dans le monde humain. Attends, crièrent Venlana et Sorafal en même temps. Pourquoi le nom de Rhea n'était-il pas sur cette liste? Sautan a-t-elle déjà eu son premier rendez-vous? Venlana et Sorafal posèrent des questions simultanément. Rhea et Greffia les fixèrent d'un regard vide. Étonnamment, elles restèrent toutes deux sans voix. Je ne savais pas à quelle question répondre en premier. Heureusement, ou peut-être malheureusement, Sorafal ne quitta pas ce silence gênant bien longtemps. C'est inacceptable, s'écria Sorafal avec indignation. S'il ne parvient pas à vaincre Sirzek-chan, même James ne sera pas assez bon pour Sautan. Les 3 hommes échangèrent alors des regards vides en direction de Sorafal, tandis qu'elle se demandait ce qui pouvait qualifier quelqu'un pour être avec Sona. Si Sona entendait cela, elle s'enfuirait en rougissant. Bon, laissons la folle à ses pensées, dit Rhea, balayant complètement les absurdités de Sorafal, comme si elle ne la connaissait pas du tout. La vraie question, c'est, Lana, pourquoi es-tu surprise que James ne soit pas sorti avec Rhea? Venlana ne comprenait pas pourquoi Rhea lui demandait ça, mais elle répondit quand même. Je sais que Rhea a blessé James par le passé, mais même maintenant,
comment se fait-il qu'il ne lui ait toujours pas pardonné? Rhea et Greffia retrouvèrent leur regard vide après avoir entendu la question de Venlana. Greffia rompit enfin le silence. Belle-mère, tu te souviens que Rhea est actuellement fiancée, n'est-ce pas? Demanda Greffia, l'air un peu perdu. En entendant la question de Greffia, Venlana se figea. Voyant cette réaction, Rhea plissa les yeux. Tu as vraiment oublié, n'est-ce pas? Demanda Rhea d'un ton sévère. Venlana rit aussi gentiment qu'elle le pouvait, avec le sourire le plus innocent qu'elle pouvait. Cela laissa évidemment Rhea et Greffia perplexes. Ce rafale fut même empêché de prononcer un monologue. L'expression confuse sur son visage montrait clairement qu'elle ne reconnaissait même plus sa tante Venlana. Quand Rhea reprit enfin ses esprits, elle utilisa l'exercice de contrôle de l'énergie pour verser le thé chaud dans sa tasse et le lança sur Venlana, l'étalant sur son visage et ses vêtements. Sur ces mots, le sourire de Venlana disparut. Lançant un regard noir à Rhea, elle ouvrit la bouche d'un ton menaçant. Tu as réussi, dit Venlana, puis elle prit le thé dans les tasses de ce rafale et Greffia et le jeta sur Rhea. S'attendant aux représailles de Venlana, Rhea esquiva rapidement. Malheureusement, pendant la violence et le monologue de ce rafale, elle traversa la pièce et se retrouva juste derrière Rhea. Peu disposée à s'engager dans le conflit, ce rafale fut lente à réagir, provoquant l'éclaboussement des 2 boules de thé que Venlana venait de lancer. La pièce se figea. Personne ne pouvait distinguer l'expression de ce rafale. Avec sa petite taille, sa tête basse et sa frange tombant devant son visage, personne ne pouvait dire si elle était en colère ou amusée. Soudain, la voix de ce rafale résonna dans le silence. « Alors tu veux jouer » dit ce rafale à voix basse. Soudain, une grande quantité d'eau apparut au-dessus de la table à thé. Puis, 5 bassines apparurent à chaque coin de la pièce et sur la table à thé. Finalement, l'eau se sépara en 5 portions qui rempliraient parfaitement les 5 bassines. Avant que les 3 autres ne puissent réagir, ce rafale courut vers la bassine la plus proche, prit quelques poignées d'eau et les lança sur Venlana et Rhea. Finalement, la soirée entre filles se transforma en une bagarre pour de l'eau. Les 4 femmes jouèrent et rirent comme des gamines pendant des heures. De plus, elles étaient reconnaissantes envers les nombreuses magies démoniaques qui faciliteraient le nettoyage. Une fois la pièce remise dans son état d'avant la bataille d'eau, les 4 femmes se rassirent autour de la table à thé. Après s'être aspergées d'eau pendant plus d'1 heure, tout le monde était épuisé et affalé sur sa chaise. Tout le monde sauf ce rafale, bien sûr. Elle sauta de joie et s'exclama que c'était vraiment amusant. Rhea, ta fille aînée est comme une machine à mouvement perpétuel, dit Venlana à travers son pantalon. Ah. Rhea rit d'un rire creux. Elle n'était pas comme ça quand elle était plus jeune. En repensant à une époque antérieure à la guerre civile du diable, Venlana se souvint de son impression d'un jeune Rafale. Maintenant que j'y pense, elle ressemblait beaucoup à la Sona actuelle, non? Demanda Venlana, avant de répondre à sa propre question. Elle était très sérieuse et souriait rarement, si je me souviens bien. C'est vrai, dit Rhea, confirmant les souvenirs de Venlana. Je me demande, n'avons-nous pas trop poussé nos filles? Venlana et Greffia restèrent silencieuses. Ce Rafale, quant à elle, était dans son propre monde. Je veux dire, regardez comment ce Rafale a changé quand il n'a plus eu à répondre à nos attentes. Avant que Rhea ne puisse finir, ce Rafale la serra dans ses bras par derrière. Ne vous inquiétez pas, mère, dit ce Rafale de son ton toujours optimiste. Si je ne voulais pas être le prochain chef de famille, aucun de vous ne serait assez fort pour m'empêcher de m'enfuir. Rhea sourit ironiquement aux commentaires de sa fille. Venlana et Greffia, quant à elles, furent surprises que ce Rafale puisse suivre la conversation tout en conversant avec elle-même. Et si Sona disait un jour qu'elle ne voulait pas être le prochain chef de famille, personne n'est assez fort pour le faire, du moins pas avec moi ici, dit ce Rafale avec un sourire en resserrant son étreinte. Alors, ne t'inquiète pas, mère. Sona et moi avons toujours voulu te rendre fière, toi et père. En entendant les paroles réconfortantes de sa fille, Rhea sentit les larmes lui brouiller la vue. Avant qu'elle ne puisse fondre en larmes, Venlana prit la parole. Alors comment en est-on arrivé à se battre pour l'eau? Demanda Venlana, la confusion perçant son expression. Rhea et Greffia ont immédiatement plaisanté. Belle-mère, tu es sérieuse? Ou tu fais juste l'idiote? Demanda Greffia d'un air solennel. Hein? Que veux-tu dire, Greffia? Demanda Venlana, la confusion grandissant sur son visage. Soupir, cette bataille d'eau a commencé parce que tu as demandé si James n'avait pas pardonné à Rhea, puisqu'il ne l'a toujours pas invité à sortir même s'il est déjà sorti avec d'autres filles qu'il aime clairement, expliqua Rhea. Alors pourquoi cette dispute pour l'eau? Demanda Venlana, sa confusion augmentant encore. Lana, tu te souviens que Rhea est fiancée au 3e fils de la maison Phénix, n'est-ce pas? Demanda Rhea, exaspérée. Avant que Venlana ne puisse répondre, elle poursuivit, James le savait aussi. Alors, pour ne pas mettre Rhea dans une situation sociale et politique délicate, il a limité ses relations intimes au minimum. Cet enfant est vraiment exceptionnel. Maintenant suffisamment calme pour comprendre toute la situation, Venlana sourit et parla. Ce garçon est vraiment plus que ce qu'elle mérite. Après la condamnation de Venlana, un silence confortable s'est installé dans la salle d'audience. Jusqu'à ce que Venlana s'effondre. Attends, dit Venlana d'un air sérieux. Comment avons-nous pu perdre le contrôle au point de nous disputer pour de l'eau à la maison? En réponse à la question de Venlana, Rhea et Greffia se figèrent.
Elle n'y avait pas réfléchi avant que Venlana ne le demande, mais maintenant qu'elle y réfléchissait sérieusement, elle se comportait vraiment mal. Finalement, leurs yeux se posèrent sur le thé. Puis, avant qu'elle puisse tirer des conclusions hâtives, Sorafal prit la parole. « Oh, j'ai ajouté le vin le plus fort de ma collection au thé », dit Sorafal avec un grand sourire. « Quel genre de soirée entre filles sans alcool ?» Venlana, Rhea et Greffia ont plaisanté. « Prends-la », ordonna Venlana en pointant son doigt vers Sorafal. Avant que Sorafal ne puisse comprendre ce qui se passait, Rhea et Greffia apparurent de chaque côté d'elle et la serraient fort dans leurs bras. Peu après, Sorafal fut forcé de tomber au sol et qu'est-ce que tu... Ah. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ah. Arrêtez. Ajajajajajajaja. S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Ah. En guise de punition, Venlana, Rhea et Greffia ont chatouillé Sorafal sans relâche jusqu'à ce qu'elle soit sur le point d'uriner. Pendant ce temps, dans une autre pièce, des hommes jouaient au poker. Ces femmes vont certainement faire beaucoup de bruit ce soir, disait Oticus, se demandant s'il devait payer ou abandonner. Dante fit un geste dédaigneux de la main et répondit aux commentaires désinvoltes de Zéoticus. Ne t'inquiète pas pour elle. Ça ne finira pas bien pour toi de t'immiscer dans une réunion de femmes. Cassiel hocha vigoureusement la tête. Pendant ce temps, Sirzek était assis dans un coin, ivre et marmonnant pour lui-même. Où es-tu, Riatan? Tu manques à Big Brother. Foutu frère, dirent simultanément les trois autres hommes présents. Puis Dante et Cassiel regardèrent Zéoticus avec scepticisme. Ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas un frère, dit Zéoticus en bombant fièrement le torse. Je suis impérément. Chapitre 36, étudiante transférée, Flora Nanadan. Monde humain, Japon, Kuo. Quelques semaines passèrent, et la Golden Week passa. Le premier mois d'école se déroula sans incident particulier. Cependant, quelques événements notables se produisirent. Tout d'abord, Sona, James, Tsubaki et Kusaka Reya, la fille qui avait obtenu la 4e place à l'examen d'entrée à l'université, furent invités à rejoindre le conseil des élèves. À l'exception de James, les trois autres choisirent de s'inscrire. De plus, Ria tenta de créer son propre club, mais malheureusement, le règlement de l'école stipule qu'il faut au moins 3 membres pour qu'un club soit considéré comme valide. Si Ria avait publié un avis de recrutement pour son nouveau club, elle n'aurait certainement pas eu de mal à recruter suffisamment de membres. Cependant, elle comptait faire de ce club le fondement de sa noblesse à l'école. Elle envisagea de demander à James de le rejoindre pour compléter les effectifs, mais avec tout l'argent que James avait dépensé pour créer son propre club, elle savait que ses chances étaient nulles. Bien sûr, James a également fondé son propre club. Et bien sûr, c'était le club de MMA, ou arts martiaux mixtes. Dès le premier jour de recrutement, plus de 30 élèves se sont inscrits. Il était évident que beaucoup de filles s'étaient inscrites en raison de l'apparence de James, tandis que beaucoup de garçons s'étaient inscrits en raison du grand nombre de filles inscrites. Finalement, James a dû faire comprendre que ce club était destiné à tous ceux qui avaient une passion profonde pour les arts martiaux mixtes. Après la déclaration de James à l'échelle de l'école, le nombre de participants a diminué, et seuls ceux qui souhaitaient vraiment apprendre une forme d'arts martiaux mixtes ont rejoint le club. James a clairement fait comprendre une chose à tous ceux qui souhaitaient rejoindre son club, bien qu'il existe des circuits de MMA amateurs, il n'y a pas de compétition de niveau intermédiaire. Au final, 20 membres supplémentaires en plus de James, portant le total à 21 ont rejoint le club, soit un ratio de 4 garçons pour 6 filles. Presque toutes les filles l'ont fait parce que James leur a expliqué que de nombreux cours d'autodéfense enseignent en grande partie les mêmes techniques. Et beaucoup de garçons ont rejoint le club parce qu'ils avaient déjà été victimes de harcèlement et étaient prêts à en finir. Et puis il y a ceux qui ont rejoint le club simplement parce qu'ils voulaient participer à un combat dans un environnement contrôlé. Autre chose à noter, depuis que Sona et Tsubaki ont rejoint le conseil des élèves, il est devenu rare de les voir aller à l'école avec James. Bien qu'ils aient tous deux tendance à partir plus tôt et à rentrer plus tard que la moyenne des élèves, leurs heures de départ sont différentes. James a tendance à partir et à rentrer plus tard que Sona et Tsubaki. Ce qui est logique. Les élèves transpirent plus après les cours qu'avant, même s'il y a des douches dans la salle d'entraînement. Aujourd'hui, après avoir donné quelques instructions aux élèves qui aimaient s'entraîner le matin, James est entré dans sa classe et a constaté une ambiance animée. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, il savait à qui s'adresser. Salut Ria, Sona, Tsubaki et Akeno. Bonjour, dit James en s'approchant du groupe de filles, puis il remarqua Kusaka Reya assise entre elles. Oh, désolé Kusaka, je ne t'avais pas vu, bonjour. Les 5 filles ont salué James, puis James lui a demandé ce qu'elles pensaient. Tout le monde semble un peu mal à l'aise avec ce qui se passe, a demandé James en regardant autour de la salle tous les étudiants agités. Toujours aussi perspicace, James, dit Sona avec un petit sourire. Hochant la tête, Tsubaki répondit à la question de James. On a découvert qu'un élève transféré avait rejoint notre classe aujourd'hui. Ah, maintenant je comprends, dit James d'un air compréhensif. C'est comme quand un étudiant transféré apparaît dans un manga, non? Tout le monde se demande si c'est un garçon ou une fille. Tout le monde, sauf Kusaka, qui était relativement nouveau auprès de James, était d'accord avec son analogie. Kusaka, quant à lui, s'adressa à James. Parfois, j'oublie que tu es étranger, à Lavru-kun, dit Kusaka, surpris.
Tu parles tellement bien japonais que Grémorissant et toi êtes vraiment extraordinaires. Avant que Ria ne puisse laisser sa fierté la pousser à dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire, Akeno est intervenu. Eh bien, il serait logique que James parle couramment la langue. Après tout, c'est un dessinateur de manga de renommée mondiale, dit Akeno en bombant fièrement le torse. Sceptique, Kusaka regarda James et ne put s'empêcher de demander « Alors, quel manga as-tu dessiné ?» Avant de répondre à la question de Kusaka, James lança un regard noir à Akeno pour avoir ouvert sa grande bouche. Akeno tira simplement la langue, un plaisir sadique devant la situation difficile de James tourbillonnant dans ses yeux. Soupir, Bleach et Schoolromble, dit James avec résignation. Cependant, le scepticisme dans le regard de Kusaka augmentait plutôt que de diminuer. Sentant le scepticisme de Kusaka, Sona intervint. Je sais que c'est difficile à croire, Kusaka-san, dit Sona en posant la main sur l'épaule de Kusaka et en poursuivant. James, Ria et moi sommes amis depuis toujours, et nous vous avons tous les deux vu dessiner. En réponse à la déclaration de Sona, Ria hocha la tête avec fureur. Avec la confirmation de Ria et Sona, l'esprit de Kusaka s'éteignit quelques instants. Lorsqu'il se ralluma, il prit une profonde inspiration. James devinait la suite, alors, au cas où, il parla avant que Kusaka ne puisse crier. Kusaka-san, je t'en supplie, implora James en joignant les mains. Si tu cries ce que tu vas faire, je ne passerai plus jamais une journée tranquille à l'école. Voyant la peur dans les yeux de James, Kusaka expira lentement. Il comprenait ce que James voulait dire. Au lieu de crier, il se pencha et lui demanda une faveur. Si tu es vraiment l'auteur de ces deux mangas, pourrais-tu me dédicacer mes exemplaires? Je suis un grand fan, dit Kusaka avec enthousiasme. James se gratta la tête et acquiesça. À ce moment-là, Nekonomiya Shizuka ouvrit la porte et entra dans la salle de classe. Bon, tout le monde, asseyez-vous. C'est l'heure du cours, dit joyeusement Nekonomiya. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un élève transféré. Nana dansant, vous pouvez entrer. À ces mots, la tension monta dans la classe. Tous les élèves se demandaient si le nouveau était un garçon ou une fille. Et ils n'eurent pas à attendre longtemps pour le savoir. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, une belle fille aux courbes généreuses, aux yeux bleus, aux longs cheveux blonds, coiffée en arrière et une frange sur le côté, entra dans la salle et se plaça près du pupitre du professeur. En voyant la belle nouvelle recrue, les garçons perdirent la tête. Et même si les filles étaient un peu déçues que la nouvelle élève soit une fille, elles étaient elles aussi subjuguées par sa beauté. Devant toutes les réactions des élèves, le nouveau venu sourit joyeusement. Mais avant que la classe ne dégénère, Nekonomiya prit la parole pour calmer les élèves. Veuillez garder vos questions pour la récréation. Maintenant, Nana dansant, présentez-vous. Hochant la tête en signe de compréhension, la fille prit une profonde inspiration puis commença sa performance. Bonjour à tous. Je m'appelle Flora Nanadan et j'ai été mutée ici parce que mes parents ont été mutés pour des raisons professionnelles, dit Flora avec un sourire radieux, comme si le changement d'école ne la dérangeait pas du tout. J'espère que nous nous entendrons bien. À la fin de l'introduction, la classe a applaudi. D'accord, c'est bien, Nana dansant, dit Nekonomiya en applaudissant à son tour. Et si tu parlais un peu de toi à la classe? J'aime ce que tu aimes. Les oreilles des garçons se dressèrent à cela, pensant qu'ils pourraient impressionner la nouvelle jolie fille. Eh bien. Flora marqua une pause pour réfléchir. Puis ses yeux s'illuminèrent, une pensée lui traversa l'esprit. Mes deux choses préférées au monde sont les enfants et les arts martiaux. En entendant les choses préférées de Flore au monde, les enfants se sont immédiatement découragés. Merde. Ce salaud va en avoir encore un. L'un des garçons de la classe jura, assez fort pour que toute la classe l'entende. Pourquoi la vie est-elle si injuste, se lamente un autre enfant. La vie vaut-elle la peine d'être vécue, s'écria un troisième enfant, frustré. Bien sûr, cela dérouta complètement Flora. James, quant à lui, se cacha le visage dans les mains, car il savait que les garçons parlaient de lui. Même s'il n'avait rien fait. Apparemment inconscient de l'atmosphère pesante, Nekonomiya, d'un ton enjoué, fit signe à Flora de s'asseoir au dernier rang, à côté de Tsubaki. Après que Flora se fut assise, la classe la félicita. Pause entre les cours. Pendant la récréation, Flora était entourée de ses camarades, garçons et filles. Ils lui posaient des questions simples, d'où elle venait, ce qu'elle aimait faire pendant son temps libre et à quoi ressemblait son ancienne école. Une fois le déluge de questions terminé, l'une des filles demanda. Nana dansant, comment ça, tu aimes les garçons et les arts martiaux? Eh bien, je pensais ce que j'ai dit, répondit Flora sans détour. J'aime beaucoup passer du temps avec les garçons. Après avoir dit ce qu'il voulait, il regarda autour de lui d'un air prédateur. Au même moment, les filles autour de James, principalement Ria, Sona et Akeno, eurent soudain un mauvais pressentiment. Cette fille va causer des problèmes, dit Sona en ajustant ses lunettes. Il y aura quelqu'un d'autre qui se battra pour l'affection de James dans un avenir proche, dit Ria avec un reniflement. Fuf. Akeno rit, la main sur la bouche. Ça pourrait être amusant. De retour à la table de Flora, la même fille que tout à l'heure posa une autre question. Et les arts martiaux? Je m'entraîne au kickboxing et au jiu-jitsu brésilien depuis l'âge de 5 ans, répondit Flora avec désinvolture. Elle va vraiment l'achever, gémit à nouveau l'un des garçons.
J'ai entendu tout le monde dire des choses comme ça pendant ma présentation, dit Flora, confuse, en inclinant la tête avec gentillesse. Ce que tout le monde veut dire. La même fille qu'avant était chargée de répondre à la question de Flora. Tu vois ce garçon là-bas, le beau garçon à la peau couleur caramel, dit la fille en désignant James. Oui, et lui, demanda Flora. Puis elle se lécha les lèvres en le voyant. Il est vraiment beau, mais pourquoi le montres-tu du doigt? Bien. La jeune fille marqua une pause pour un effet théâtral. Puis elle poursuivit. C'est le capitaine du club d'arts martiaux mixtes. En entendant cela, les yeux de Flora s'illuminèrent comme si elle avait trouvé un trésor. Puis elle se leva et fendit la foule pour se diriger vers la table de James. James était assis à son bureau, entouré de Ria, Sona, Akeno et Tsubaki. Il parlait des petites choses amusantes qui se passaient à l'école. Mais rien de particulièrement sérieux. C'est pourquoi, lorsque Flora s'approcha, ils la remarquèrent immédiatement. Avant que quiconque puisse parler, Flora posa sa main gauche sur sa hanche et pointa l'index de sa main droite directement vers James. « Je veux rejoindre ton club », dit Flora avec enthousiasme et un sourire. James lui sourit en retour et répondit simplement. « D'accord, viens à la salle d'entraînement MMA après l'école, et ensuite tu pourras remplir un formulaire d'inscription au club. » En voyant le sourire éclatant de James accueillir un nouveau membre au club, Flora fut stupéfaite. Comme beaucoup de filles de la classe. « Oh, attends, il te faudra aussi une autorisation signée par l'un de tes parents, » dit James, se souvenant tardivement. C'est la clé des réductions quand on s'inscrit à des sports de combat, malheureusement. D'accord, dit Flora avec enthousiasme. Quand j'irai chercher les formulaires, je peux les consulter, non? Bien sûr, je ne vois pas pourquoi pas, répondit James avec désinvolture. D'accord, je te verrai après l'école, dit Flora, puis elle se retourna et retourna à sa place. Se sentant menacée par l'attitude franche de Flora, Ria a décidé de s'exprimer. Puisque je ne suis pas dans un club, ça me va si j'y vais aujourd'hui, n'est-ce pas, James, demanda Ria nerveusement. J'irai aussi, dit Akeno d'un ton ferme. Sona semblait vouloir participer également. Mais avec les activités du conseil étudiant, c'était peu probable. Je sens qu'un mal de tête arrive, pensa James tandis que la cloche sonnait, signalant le début du cours suivant. Chapitre 37, un nouveau membre a rejoint le club MMA. Après l'école. Monde humain, Japon, Kuo. Après la fin des cours, James, Ria et Akeno se rendirent à la salle d'entraînement de MMA. Flora Nanadan, l'élève transférée, suivait le trio. Flora n'arrêtait pas de parler depuis qu'il s'était levé pour quitter le cours. Elle demanda à James quels arts martiaux il pratiquait, lui posa la même question à propos de Ria et Akeno, et, après avoir découvert que Ria et Akeno ne pratiquaient pas d'arts martiaux, lui demanda pourquoi ils étaient venus au club de MMA. Au début, leur curiosité ne les dérangea pas. En fait, même maintenant, cela ne les dérangeait pas. Le problème, c'est qu'elles ne se retenaient pas du tout. Avant même qu'ils puissent répondre pleinement à une question, une seconde leur arrivait. C'est moi ou elle a l'air un peu différente de ce qu'elle était pendant les pauses, demanda discrètement Akeno à James, tandis que Flora interrogeait Ria avec intensité. En y repensant, James croisa nonchalamment le regard de Ria. Son regard suppliant, demandant à être sauvé, le fit détourner le regard. James ne savait pas quoi faire. Ce n'était pas comme si Flora avait de mauvaises intentions, elle était juste curieuse, de tout. Je crois qu'elle est vraiment enthousiaste à propos du club de MMA, dit James en se tournant pour poursuivre la conversation avec Akeno. Elle a clairement montré qu'elle adorait les arts martiaux. Il a également clairement indiqué qu'il aimait vraiment les enfants, répondit Akeno, les yeux plissés. Elle l'a fait, dit James en hochant la tête. Espérant que James avait plus à dire ou était confus, Akeno fut un peu déçu par sa réponse calme. Bien qu'elle ait développé des sentiments pour James depuis qu'il l'a sauvé, le côté sadique d'Akeno apprécie de le voir se tortiller dans ce genre de situation. Réalisant ce qu'Akeno faisait, James la regarda dans les yeux et sourit. Je sais que tu es à moitié S, Akeno, dit James après avoir regardé devant lui. Puis, d'un ton autoritaire, il poursuivit. Mais si tu continues à me tester, je risque de te mettre sur mes genoux en guise de punition. En entendant les paroles et le ton de James, Akeno s'arrêta et frissonna. Puis elle se mit à frotter ses cuisses l'une contre l'autre, agitée. En voyant la réaction d'Akeno, James était complètement confus. Qu'est-ce qu'elle est S.O.M. Remarquant également l'état de sa reine, Ria interrompit les questions de Flora et se dirigea vers Akeno. Akeno, ça va, demanda Ria avec inquiétude. On retourne au dortoir? Non, ça ira, Ria, dit Akeno en reprenant ses esprits. À ce moment-là, Flora le rattrapa. Voyant l'inquiétude de Ria et Akeno, elle commença à parler à James. Alors James, comment un étudiant de première année comme toi est-il devenu capitaine du club de MMA? Demanda Flora, la curiosité luisant dans le regard. C'est simple, j'ai fondé le club, répondit James. Ah bon? Demanda Flora, intriguée. Après quelques minutes de conversation, le groupe arriva à la salle d'entraînement de MMA. À leur entrée, Flora resta bouche bée. Elle ne s'attendait pas à trouver un espace aussi bien équipé. James conduisit alors Flora au bureau du capitaine pour lui remettre les papiers nécessaires. Au même moment, Ria et Akeno se dirigèrent vers les sièges des spectateurs pour assister à l'entraînement du club. Dès leur retour dans la salle d'entraînement principale, les autres membres du club commencèrent à arriver.
Flora fut encore plus enthousiaste. Très bien, si tu obtiens la permission de tes parents, tu seras officiellement membre du club de MMA, Nanadan, dit James en regardant les membres du club. Il désigna ensuite Ria et Akeno du doigt et poursuivit, tu as dit que tu voulais observer, n'est-ce pas? Tu peux t'asseoir avec Riri et Akeno, là-bas. D'accord, on se retrouve après la fin du club, dit Flora en souriant, puis elle courut vers Ria et Akeno. Après cela, James est sorti pour se changer et, à son retour des vestiaires, il a commencé à instruire les filles qu'il avait rejoints afin qu'elles puissent apprendre quelques techniques d'autodéfense. Lorsque James est entré dans le vestiaire, Flora est arrivée avec Ria et Akeno. « Et, je peux vous poser une question ?» demanda Flora, le ton et l'expression emplis de curiosité. Ria et Akeno se tendirent un instant en se rappelant le déluge de questions que Flora leur avait lancé en chemin. « Bien sûr », répondit Ria avec un sourire après avoir retrouvé son calme. « Alavru a dit que c'était lui qui avait fondé ce club, n'est-ce pas ?» demanda Flora. Ria et Akeno hochèrent la tête en réponse. Alors pourquoi y avait-il une salle de MMA entièrement équipée sur le campus s'il n'y avait pas de club de MMA avant son arrivée, demanda Flora. Elle ne trouvait pas de réponse à cette question, malgré toutes ses réflexions. En entendant la question de Flora, Ria et Akeno échangèrent un bref regard. Ria répondit alors. Eh bien, c'est parce que James a décidé de venir dans cette école il y a longtemps, dit Ria, débutant l'explication. Lorsqu'il a découvert que l'école n'avait pas de salle de classe où il pourrait pratiquer les arts martiaux mixtes, il a fait don du bâtiment à l'école. Flora resta bouche bée de surprise. Puis, une fois son choc maîtrisé, elle répondit calmement. Tes parents doivent vraiment t'adorer, dit Flora avec envie dans le ton. Remarquant l'étrangeté de son ton, Ria et Akeno échangèrent un nouveau regard. Akeno répondit alors aux commentaires de Flora. C'est vrai que les parents de James l'adorent, répondit Akeno. Je crois que tu te méprends. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Flora, perplexe. Ria a dit que James avait fait don de ce bâtiment, et elle pensait exactement ce qu'elle disait, répondit Akeno. James a fait don de ce bâtiment avec ses propres biens. Une fois de plus, la bouche et les yeux de Flora s'ouvrirent de surprise. Attends, tu es sérieuse? Demanda Flora, incrédule. Comment un garçon de 15 ou 16 ans peut-il avoir autant d'argent? Oui. Ria répondit à la première question de Flora. Akeno a répondu à sa deuxième question, c'est un mangaka très célèbre. Si vous lisez des mangas, vous avez très probablement lu son œuvre. Tu te moques de moi, s'exclama Flora, sans voix. On dirait un personnage de roman fantastique. À ce moment-là, les trois filles crurent entendre une voix. Cependant, après avoir regardé autour d'elles, elles ne trouvèrent personne. Vous avez entendu ça? Demanda Akeno en continuant à regarder attentivement autour d'elle. Ria et Flora hochèrent la tête en réponse. Une voix et le bruit de quelque chose qui tombe, dit Flora avec une certaine appréhension. Pour essayer d'alléger l'atmosphère, l'otaku Ria a fait une blague. Peut-être que le pop était le bruit du quatrième mur qui se brisait. Sur ce, chacune des filles décida de faire comme si rien ne s'était passé. Même si elles en parlaient à quelqu'un, personne ne les croirait. Après ce bref épisode, les filles ont observé les activités du club. Elles ont observé la manière dont James enseignait les exercices d'autodéfense, celles qui s'entraînaient avec des poids ou des sacs lourds, les exercices de vitesse, la dispute entre deux membres du club arbitré par James, et le match que James a disputé avec un membre qu'il pensait plus apte à occuper le poste de capitaine. Un match que James a dominé. Une fois les activités du club terminées, James et les membres sont retournés au vestiaire pour prendre une douche et s'habiller avant de rentrer chez eux. Une fois la douche terminée, ils quittèrent la salle d'entraînement un par un. James fut le dernier à partir. Il ferma les portes et escorta Ria, Akeno et Flora jusqu'aux portes de l'école. Vous autorisez donc les membres à briguer le poste de capitaine? Demanda Flora en quittant l'école. Oui, répondit simplement James. Pourquoi? Demanda Flora une fois de plus. Cela encourage les membres qui veulent devenir des combattants à s'améliorer, a expliqué Thiago. Et si tu perdais? Demanda Flora. Ça ruinerait ta réputation, non? Avant de répondre, James dit au revoir à Ria et Akeno avant de retourner au dortoir. Après leur avoir dit au revoir, James se tourna vers Flora. Ça ne me dérange pas de te ramener à la maison puisque c'est ton premier jour d'école, proposa James. Je pense que j'accepte ton offre, répondit Flora en souriant. Puis elle indiqua à James où se trouvait sa maison. James sourit maladroitement lorsqu'il entendit où se trouvait sa maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Flora en voyant l'expression de James. Eh bien, ma maison est dans le même quartier, répondit James. Alors, tu devais être avec la famille que j'ai vue emménager l'autre jour. Si je me souviens bien, ma mère est venue me dire bonjour il y a quelques jours. Ta mère? Demanda Flora, perplexe. Son nom est Léona Alavru, dit James en marchant vers son quartier. Alors, mademoiselle Léona est ta mère, dit Flora, réalisant. C'est pourquoi, quand elle a découvert à quel point j'aimais les arts martiaux mixtes, elle a dit que je finirais probablement dans le même club que son fils. Je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas pris de photo et ne l'ait pas montré quand il a dit ça, a déclaré James avec un rire creux. Oh. Flora évita de croiser le regard de James après avoir entendu ce qu'il venait de dire. James a plaisanté et a demandé, elle n'a pas pu en trouver un, hein? Comment le savais-tu? Demanda Flora, les yeux écarquillés.
Elle a quelque chose qui pourrait m'embarrasser, dit James avec un sourire ironique. Après encore 15 minutes, James et Flora arrivèrent à la maison de Flora. Eh bien, c'est moi, dit Flora avec un sourire en désignant sa maison. Très bien, passe une bonne nuit, dit James d'un geste, puis il se retourna dans la direction d'où ils étaient venus. À demain à l'école. Avant que James ne s'éloigne trop, Flora se souvint qu'il y avait 2 questions auxquelles James n'avait jamais répondu. Et, cria Flora pour attirer l'attention de James. Tu ne m'as jamais dit ce que tu ferais si tu perdais un match en tant que capitaine du club et que ta réputation était ruinée. Sans reculer, James a répondu avec confiance. Je vais d'abord répondre à ta deuxième question, dit James sans la moindre hésitation. Honnêtement, ma réputation ne m'inquiète pas. Tant que je suis fier de mes actions, je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Et ta première question? Thiago marqua une pause. Quelques instants plus tard, il leva le poing droit et reprit la parole. Je peux garantir que je serai le capitaine pendant les 3 années où je fréquenterai l'académie QO, a déclaré James, une fois de plus débordant de confiance. Tandis que James s'éloignait vers sa maison, Flora resta devant la porte d'entrée et le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse. En se retournant pour ouvrir la porte, elle se parla à elle-même. James à la vue, il est bien plus intéressant que tous les autres garçons, dit Flora en se léchant les lèvres. Mais on dirait que j'aurai de la concurrence. Tandis qu'il disait cela, les images de 4 filles de sa classe lui traversèrent l'esprit. Bon, on verra bien, dit Flora en ouvrant la porte d'entrée. Puis, d'un ton joyeux, elle appela, Maman, Papa, je suis rentrée. J'ai aussi rencontré James, le fils de mademoiselle Léona, aujourd'hui. Chapitre 38, Visiteurs inattendus. Human World, Japon, QO, domaine d'Alavru. Après avoir déposé Flora devant chez elle, James rentra chez lui. Dès son entrée, il annonça sa présence. Je suis rentré, cria-t-il en entrant dans la maison après avoir enlevé ses chaussures sur le pas de la porte. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bienvenue à nouveau, Thiago. En entendant cette voix, James se redressa, les bras ouverts. Un instant plus tard, il vit la mèche de cheveux violet pâle lui tomber sur les bras. Salut, Misor, dit James avec un sourire en lui caressant la tête. Comment s'est passée ta journée? Se blottissant dans les bras de James, Misor répondit, tout allait bien. Il n'y avait aucun intrus du côté nord. C'est bon à entendre, dit James en se dirigeant vers le salon avec Misor. En entrant, James salua tout le monde. Salut maman. Salut Moka. Qu'en penses-tu, Lancé? Oh, Sona et Tsubaki sont là aussi. Saluant tout le monde, James serra Léona dans ses bras, tapota et frappa Léona, Moka et Sehushulin respectivement. Une fois le round terminé, James s'affala sur le canapé entre Moka et Sona. Il semble que c'était la place que Misor occupait avant de courir saluer James. Voyant qu'elle avait perdu sa place, Misor fut momentanément perdue. Puis son regard s'illumina. Peu après, elle se jeta sur les genoux de James, un sourire satisfait aux lèvres. Voyant les actions et le sourire suffisant de Misor, Sona et Moka la regardèrent avec jalousie. Léona, quant à elle, s'en prenait à elle. Pendant ce temps, Sehushulin parlait à Tsubaki. Elle ne put s'empêcher d'adresser un sourire narquois à James. Bien sûr, James ne prêta apparemment aucune attention à Sehushulin. James cherchait pourtant un moyen de le faire souffrir sans attirer l'attention plus tard. Aujourd'hui, nous avons rencontré la fille de notre nouveau voisin à l'école, a déclaré James en regardant sa mère. Oh, tu devrais être gentil avec elle, dit Léona, ignorant le regard noir de James. Flora est une gentille fille. Hein, s'exclamèrent Sona et Tsubaki à l'unisson. Tu veux dire que la nouvelle famille qui a emménagé ici, ce sont les Nanadans, demanda Sona, incrédule. Oui, c'est vrai, demanda Léona, perplexe. Il y a un problème? Eh bien, elle voulait rejoindre le club de James, dit Sona en se mordant la lèvre inférieure. Je pensais qu'il le ferait, répondit Léona avec indifférence. Je ne sais pas pourquoi tu ne nous as pas parlé d'elle quand tu es allé rencontrer la famille, dit James d'un ton plein de plainte. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, demanda Léona d'un ton confus. Dans ton introduction, tu as dit que tes 2 choses préférées au monde étaient les enfants et les arts martiaux, dit Tsubaki en ajustant ses lunettes. J'imagine que Sona, Mademoiselle Ria et Akeno ressentent un peu de pression. Pourquoi, demanda Sehushulin, sans comprendre. Est-elle jolie? Cette question lui valut un regard noir de Tsubaki avant qu'elle ne détourne le regard et refuse de lui parler. Ne comprenant pas pourquoi Tsubaki était soudainement en colère contre lui, Sehushulin chercha de l'aide du regard. Malheureusement, personne ne cherchait à mieux comprendre ce qu'il fallait ou ne fallait pas dire à une fille qui lui plaisait. Très. Léona, cependant, jugea approprié de répondre à la question de Sehushulin. En fait, je dirais même qu'elle est magnifique. Sur ce, même Misor et Moka commencèrent à ressentir la pression. Moka en profita pour se retourner et serrer James fort dans ses bras. Bien sûr, cela lui valut quelques regards noirs de Sona et Moka. Et, bien sûr, cette situation fit rire Léona. Pendant ce temps, James ne put que soupirer. Tu ne nous as pas dit que Nanadan avait été transféré dans notre école, c'était juste pour voir la situation évoluer, n'est-ce pas, demanda James en plissant les yeux. Répondit Léona avec un grand sourire. C'est vrai. Familier avec les pitreries de Léona,
tous les présents, à l'exception de Sei Shulin, qui essayait toujours de comprendre ce qu'il avait fait pour mettre Tsubaki en colère, soupirèrent. Je ne sais même pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus, dit Sona en se massant les tempes. À ce moment-là, une chauve-souris frappa l'une des fenêtres de la pièce. Moka se leva et ouvrit la fenêtre. La chauve-souris, sans entrer dans la maison, se mit à hurler. Moka hocha la tête en signe de compréhension. Dès que la chauve-souris eut terminé, elle s'envola par la fenêtre. Tout le monde resta silencieux pendant que Moka parlait à la chauve-souris. Dès qu'elle eut fini, James posa la question. Qu'est-ce qui ne va pas, Moka? D'après mes informations, il y a un groupe assez important de personnes qui viennent vers la ville depuis l'Est, a rapporté Moka. Soupir, je viens de rentrer de l'école, dit James en prenant Mysore dans ses bras et en se levant. Reposant Mysore à la place qu'elle venait de quitter, James reprit la parole. Bon, je vais voir qui arrive. Je reviens bientôt. James s'éloigna ensuite, laissant tout le monde assis dans la pièce. Quelques minutes plus tard, James était à la périphérie de Kuo, entièrement équipé. Au loin, il pouvait apercevoir plusieurs silhouettes humanoïdes. Malheureusement, elles étaient trop loin pour que James puisse percevoir leurs auras. En se rapprochant, James remarqua qu'il s'agissait uniquement de Yuke. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, James hurla. S'il vous plaît, je vous prie d'arrêter. James éleva la voix d'un ton respectueux. Vous êtes à Kuo City, le territoire actuellement administré par Dame Ria Gremory et Dame Sona Citri. Je vous demanderai d'indiquer la raison de votre intrusion sans préavis. Tandis que ces mots tombaient, James posa sa main droite sur le poing d'Oshiru Sakura et libéra son énergie démoniaque pour pressuriser les alentours. Sentant la pression relâchée par James, le groupe de yokai s'arrêta à une distance qu'il considérait comme sûre. Après l'arrêt du groupe de visiteurs, James relâcha la pression qu'il relâchait. Comprenant cela, le plus puissant des yokai s'avança pour parler. « Jeune homme, je vous assure que nous sommes venus sans mauvaise intention, dit le chef yokai. Veuillez m'excuser si c'est difficile à croire, dit James en désignant le groupe de yokai. 8 êtres de haut rang, de niveau avancé, et un être de dernier rang, de niveau intermédiaire. C'est la règle pour entrer sur le territoire d'autrui sans l'avoir prévenu au préalable. Attendez, pourquoi y a-t-il aussi un être de rang inférieur avec vous? Ça va être pénible. Je sens la douleur que ces types se sont infligés, pensa James après avoir perçu la faible aura que le chef tentait de dissimuler avec la sienne. Les sens de ce garçon sont très aiguisés, pensa le chef lorsque James découvrit qui ces yokai protégeaient. Avant que James ne puisse commencer à les interroger sans retenue, le chef yokai ouvrit la bouche. Excusez-moi, avant de continuer, puis-je vous demander qui vous êtes, demanda le chef yokai. Je suis désolé. James s'excusa pour son impolitesse, puis se présenta. Je suis James Alavrue. J'ai été nommé tuteur de Dame Gremory et Dame Citri. Et vous? S'inclinant poliment, le chef yokai se présenta également. Vous pouvez simplement m'appeler Karazuma. Je suis venu transmettre un message écrit par Yasakaim, chef yokai de Kyoto. Comme il est adressé aux maîtresses Gremory et Citri, j'aimerais les rencontrer. Si vous êtes prêt à patienter, je pense pouvoir vous organiser un rendez-vous dans 1 heure, dit James après réflexion. Si ces arrangements vous conviennent, je vous prie de me suivre. Très bien. Le chef yokai acquiesça et acquiesça. Sans hésiter, James Flash fonça vers la périphérie sud de la ville. S'assurant de ne pas quitter le champ de vision du groupe de yokai, James utilisa à plusieurs reprises son pas éclair pour atteindre la boutique Devil May Cry de Dante. Il contacta bien sûr Dante et Lady avant d'arriver. Il avait besoin qu'ils soient prêts à recevoir des invités. Après être arrivé à Devil May Cry et avoir présenté les yokai à Dante et Lady, James se dirigea vers le dortoir des filles de l'Académie Kuo. En chemin, il appela Ria. Tandis qu'il lui expliquait la situation, il entendit la jeune femme et Akeno se préparer à son arrivée. À son arrivée, Ria et Akeno attendaient déjà dehors. James utilisa alors un cercle de téléportation pour les ramener au domaine d'Alavrue. À l'arrivée de James, Ria et Akeno, James expliqua à nouveau la situation, incitant Sona et Tsubaki à se précipiter de l'autre côté de la rue pour rejoindre leur maison et se préparer à accueillir les visiteurs yokai. Lorsqu'ils furent prêts, 47 minutes s'étaient écoulées depuis le départ de James de Devil May Cry. James avait donc tenu parole, les yokai rencontreraient les administrateurs de la ville dans l'heure. Quelques instants plus tard, James, Ria, Sona, Akeno et Tsubaki se tenaient devant Devil May Cry, un cercle de téléportation disparaissant autour d'eux. James prit alors les devants et se dirigea vers la porte. Jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que tout le monde était prêt, James ouvrit la porte après avoir reçu la confirmation des 4 dames. Il les conduisit ensuite dans le hall du magasin. Une fois Ria et Sona assises face aux yokai, Akeno et Tsubaki derrière leurs groaves respectifs, James prit place, Dante et Lady faisant office de garde. « Bonsoir, monsieur », dit Ria, engageant la conversation. « Je suis Ria Gremory, héritier de la maison Gremory. Et je suis Sona Citri, héritière de la maison Citri. » Sona poursuivit les présentations. « C'est un honneur, dit Karazuma en s'inclinant poliment. Vous pouvez m'appeler Karazuma. » Karazuma dénoua alors une sangle autour de sa poitrine et déposa le paquet sur son dos, au sol. Il commença alors à déballer le paquet.
Ce qui apparut était une adorable petite fille blonde, d'environ 10 ou 11 ans, aux yeux dorés brillants, une paire d'oreilles de renard sur la tête et 9 queues de renard touffus qui se balançaient avec raideur derrière elle. Et permettez-moi de vous présenter Kunu, la fille de Yasaka-hime, dit Karazuma après avoir libéré Kunu du paquet. Kunu, quant à elle, semblait inconsciente de ce qui se passait. Elle se contentait d'observer avec curiosité les personnes présentes dans la pièce. « Oh, merde !» s'exclama James intérieurement. « Le mal de tête que ces types m'ont apporté est encore pire que ce que j'imaginais. J'imagine les ennuis qui les attendent ici. » Soupir, mais on ne peut pas laisser quoi que ce soit arriver à la fille non plus. Après avoir présenté Kunu, Karazuma sortit une enveloppe de son coffre. Il s'inclina et l'attendit respectueusement. James s'avança et accepta l'enveloppe. Après l'avoir inspectée pour déceler tout danger, il l'attendit à Sona. Sona ouvrit alors l'enveloppe et en sortit une lettre manuscrite. Elle la déplia et la lut. Après l'avoir lue en entier, elle soupira profondément et l'attendit à Ria. Ria la lut à son tour et soupira. Après un moment de silence tendu, Ria et Sona parlèrent simultanément. Avant d'accepter quoi que ce soit, nous devrons informer nos supérieurs de la situation. Chapitre 39, un nouveau résident au domaine d'Alavru. Human World, Japon, Kuo, Devil May Cry. 1 heure après avoir reçu la lettre de Karazuma, Ria et Sona revinrent de leur discussion avec les plus hautes instances de la société démoniaque. À en juger par leur expression, il était clair qu'ils n'étaient pas satisfaits de la décision de leur supérieur. Après s'être assis en face de Karazuma, de Kunu endormi et des 8 autres yokai, Ria et Sona décidèrent de ne pas faire attendre tout le monde. Nous, les démons des maisons Citri et Grémori, accepterons la demande de Dame Yasaka de protéger Miss Kunu dans un avenir proche, dit Sona solennellement. En entendant cela, Karazuma poussa un soupir de soulagement et répondit, « Nous, les yokai de Kyoto, tenons à exprimer notre plus profonde gratitude. » James, de son côté, sentait que des ennuis l'attendaient. Surtout après avoir vu l'expression dans les yeux de Ria lorsqu'elle le regarda tandis qu'elle et Sona entraient dans la pièce. Zut! Ça va me donner encore plus de travail, hein, ne put s'empêcher de penser James. Contrairement à James, qui se lamentait sur ce qui allait arriver, Karazuma et les yokai qui l'accompagnaient étaient ravis. Dame Ria, Dame Sona, maintenant que nos négociations sont terminées, je crains que nous devions prendre congé, dit Karazuma en s'inclinant. Nous devons nous préparer à la menace imminente. Nous laissons la jeune demoiselle Kunu entre vos mains expertes. Nous comprenons, soyez prudents sur le chemin du retour, dit poliment Sona. Ria hocha simplement la tête en signe d'acquiescement. Karazuma tira alors Kunu de son sommeil et tenta de lui expliquer la situation. Cependant, cela ne se passa pas aussi bien qu'il l'espérait. Voyant le vieux yokai se débattre, James soupira, puis s'avança et tapota doucement la tête de Kunu. Avec un sourire, il lui parla d'un ton bienveillant. « Kunu, je sais que tu veux rentrer, » dit James, commençant à amadouer la jeune femme. « Mais ta mère nous a demandé de te garder avec nous un moment. Elle nous a demandé de te présenter à des sœurs aînées qui resteraient avec toi pendant qu'elle était occupée au travail. D'accord ?» Même si elle n'était pas contente de ne pas rentrer à la maison, les grands mots fraternels et les taquineries intéressèrent suffisamment Kunu pour céder, du moins pour l'instant. James se pencha ensuite pour regarder Kunu et se présenta. « Enchanté, Kunu. Je m'appelle James. James Alavru. » James se présenta avec un grand sourire. Comme si son sourire était contagieux, Kunu sourit nerveusement et se présenta également. « Enchanté de vous rencontrer, Onisan, » dit calmement Kunu. « Je suis Kunu. » Au même moment, sous la garde de Dante et Lady, Ria et Sona conduisirent le groupe de yokai hors de la boutique et leur dirent adieu. Dès que les yokai disparurent, James, Kunu dans les bras, quitta également la boutique. « Bon, maintenant que c'est fini, êtes-vous prête à rentrer ?» demanda James aux filles avec qui il était venu. Ria, Sona, Akeno et Tsubaki hochèrent la tête. Puis, James regarda en direction de Dante et Lady et prit la parole. « J'ai laissé votre paiement à la réception. » James hocha la tête. « Vous avez fait du bon travail tous les deux. » Peu après, James et les filles disparurent grâce à un cercle magique de téléportation. Un instant plus tard, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki et Kunu apparurent dans le salon du domaine Alavru. « Salut tout le monde, nous sommes de retour, » dit James joyeusement tout en tenant Kunu dans ses bras. Voyant Kunu, Leona se leva et l'arracha des bras de James. James et Kunu clignèrent des yeux de surprise en réalisant que Kunu était dans les bras de Leona. Personne dans la pièce n'était insensible à la vitesse instantanée dont Leona venait de faire preuve. Et James fut le premier à reprendre ses esprits. « Maman, on dirait que ton flash step s'est amélioré, » dit James, exaspéré. « Attends, tante Leona. As-tu vraiment utilisé le pas éclair pour serrer cette jolie fille dans tes bras ?» demanda Misor, incertaine. « Hein ? Je viens d'utiliser flash step » demanda Leona, surprise. Tous, sauf Kunu et Leona, poussèrent un soupir en entendant la réponse de Leona. Décidant que sa mère étouffait la motivation du groupe à développer son instinct, James s'approcha d'elle et de Kunu. Il prit alors Kunu des bras de sa mère et la regarda dans les yeux. « Kunu, laisse-moi te présenter les sœurs aînées, comme promis, d'accord ?» demanda James d'un ton doux. Puis il regarda en direction de Seu Chulin et dit d'un ton beaucoup plus sévère. « Mais tu devrais te tenir loin de ce frère aîné. Il a vraiment pas de chance, et tu peux l'attraper si tu t'approches trop près.
En entendant les paroles de James, Kunu, qui fixait également ses huchulins après que James eut tourné son attention vers lui, se retourna aussitôt et serra fermement le t-shirt de James. Cela fit rire Léona et les filles, surtout Tsubaki. Au même moment, Seiuchulin resta bouche bée, incrédule. James présenta ensuite tout le monde. Kunu semblait heureuse d'avoir autant de sœurs aînées avec qui jouer. Avant que son excitation ne dégénère, James dut s'excuser auprès de Ria et Sona. Kunu, moi, grande sœur Ria et grande sœur Sona avons un projet à terminer pour l'école, dit James d'un ton doux. Ça ne te dérange pas de jouer un peu avec tante Léona et les autres grandes sœurs, n'est-ce pas? Je te promets de revenir bientôt. Tout va bien. James Onizan, dit Kunu en souriant. Reviens vite. Sur ce, James laissa Kunu avec les autres filles et sa mère. Pendant ce temps, Ria, Sona et lui montaient les escaliers menant à l'atelier de James. Arrivé en haut, James entendit Misor demander à Kunu si elle aimait les mangas. En entendant cela, James eut un sourire ironique. Qui aurait cru que tu serais si doué avec les enfants, James? Demanda Sona avec un léger sourire. Oui, James sera un bon père, dit Ria d'un ton moqueur. Cependant, à mesure que les mots s'imprégnaient, Ria et Sona commencèrent à rougir. Heureusement pour eux, James décida de ne pas répondre. Il avait toujours aimé les enfants. C'est pourquoi il avait choisi le manga shonen pour se reproduire dans cette vie. Une fois le trio installé dans le studio de James, James a abordé le thème principal. Je n'ai vraiment pas aimé la façon dont vous m'avez regardé après avoir parlé aux fossiles bien-nés, dit James d'un ton désemparé. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait faire cette fois-ci? Eh bien. Sona voulait répondre, mais elle ne savait pas par où commencer. Ria répondit sans détour à la question de James. Ils ont fait de la protection de Kunu leur responsabilité, dit Ria en serrant les dents. Autrement dit, si quelque chose arrivait à Kunu, l'entière responsabilité en retomberait sur vous et votre noblesse. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Demanda James, complètement choqué. Mais ils ne m'ont probablement même pas mentionné dans la requête de Dame Yasaka, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin, dit Sona d'un ton sombre. Que veux-tu dire? Demanda James, exaspéré. Ces vieux de la faction du grand roi ont clairement fait comprendre que si vous parveniez à protéger Kunu. Sona commença à répondre, mais ne put terminer. Est-ce que tout le mérite te revient? Demanda James d'un ton froid et désolé. En entendant le ton de James, Ria et Sona frissonnèrent involontairement. Alors, même après avoir été promu dans la classe supérieure, tu as toujours l'intention de me traiter comme un bâtard inutile. James serra les poings de frustration. En voyant James dans cet état, ni Ria ni Sona ne savaient quoi faire. Heureusement, James prit une grande inspiration et reprit ses esprits après quelques instants. James, ça va? Demanda doucement Sona. Ne t'inquiète pas, Sona, ça ira, répondit James avec un sourire légèrement forcé. Alors, laisser Kunu vivre ici sera-t-il un problème? Demanda Ria, encore un peu coupable de la tournure des événements. Vu le comportement de maman à notre arrivée avec Kunu, je ne pense pas que ce sera un problème, dit James en souriant. Il faudra que j'explique la situation à maman plus tard. Après avoir discuté un peu plus des détails de la mission, James a posé une question qu'il jugeait particulièrement importante. Y aura-t-il un moyen sûr pour Kunu de contacter Dame Yasaka lorsqu'elle aura le mal du pays? Ria et Sona se turent lorsqu'ils entendirent la question de James. Il doit y en avoir un, dit Sona d'un ton hésitant. Mais aucun de mes supérieurs n'a rien dit. Que se passe-t-il avec Sirzek et Seratan? Demanda James, incrédule. Il y a des opinions qui ont été fondamentalement exclues par la faction du Grand Roi, a déclaré Ria avec frustration. Soupire, je ne veux pas dire du mal de tes frères, mais quand ils agissent comme ça, ils ne méritent pas le titre de grand Satan, dit James avec déception. À ces mots, Ria et Sona baissèrent la tête. Comprenant ce qu'il avait manqué, James tenta de corriger son erreur. Je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça, dit James en se grattant la tête. Je sais que Sirzek Nizama et Seratan ont beaucoup à faire. Normalement, Ria et Sona ne toléreraient pas qu'on dise du mal de leurs aînés. Cependant, vu ce que James traverse avec ce problème de yoké, elles comprennent sa frustration. Pensant qu'il serait préférable de mettre fin à la conversation ici, James décida de retourner vers tout le monde et de vérifier Kanu. Bref, voyons comment tout le monde va en bas. Après avoir dit cela, James prit Ria et Sona par la main et les ramena dans la pièce. Grâce à l'approche proactive de James, Ria et Sona oublièrent temporairement le sujet précédent et suivirent joyeusement James en bas. Dès que le trio arriva dans la pièce, Kunu fut la première à les remarquer. Sans hésiter, elle courut vers James et sauta dans ses bras avec un sourire. James Onizan, est-ce vrai que tu as dessiné Skull Rumble? Demanda Kunu avec enthousiasme. Oui, c'est vrai, Kunu, répondit James avec un sourire. En entendant cela, Kunu applaudit avec enthousiasme et commença à raconter à James tout ce qu'elle aimait. Pendant 10 minutes, Kunu resta dans les bras de James et parla joyeusement de son manga préféré. Il semble que James sera un bon père à l'avenir, dit Léona en souriant. N'ont-ils pas de la chance? Ria, Sona, Misor, Moka et Akeno rougirent devant la provocation de Léona. Mais ils ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil aux interactions de James avec Kunu. Aucun d'eux ne put s'empêcher de fantasmer sur l'avenir. Après que Kunu se soit calmé et ait fini de parler du manga, James a finalement eu la chance de poser une question. Alors, Kunu, tu t'amuses bien ici? Demanda James avec un doux sourire.
En réponse, Kuno hocha furieusement la tête. C'est bien, je suis content de l'entendre, dit James, puis il tapota la tête de Kuno avant de poursuivre. Bon, comme je t'ai déjà dit que ta mère allait être très occupée pendant un moment, aimerais-tu rester ici, chez moi? Se rappelant qu'il lui faudrait encore un certain temps avant de revoir sa mère, les yeux de Kuno commencèrent à s'embuer. Cependant, elle parvint à retenir ses larmes grâce à la main qui lui caressait la tête et au doux sourire de James. Finalement, elle hocha la tête et serra James dans ses bras. Je veux rester ici pour que maman puisse travailler, dit Kuno avec un sourire forcé. Merci, Onisan, de m'avoir permis de rester. Toujours souriant doucement, James dit, même s'il y aura des moments où je devrai aller à l'école, Misor, Moka et ma mère seront là pour jouer avec toi. Et le week-end, je t'apprendrai aussi à dessiner des mangas, d'accord? En entendant que James allait lui apprendre à faire un manga, les yeux de Kuno s'illuminèrent et sa tristesse disparut. Promis, demanda Kuno en tendant la main et l'auriculaire. Souriant à l'adorable petit renard dans ses bras, James tendit également son petit doigt et l'enroula autour de celui de Kuno et répondit, promis. Chapitre 40, célébrons. Cela fait 2 mois et demi que Kuno est arrivé chez James et sa famille. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait aucune communication entre les yokai de Kyoto et le domaine d'Alavru. Bien sûr, cela mettait Kuno mal à l'aise. Cependant, Kuno n'est pas le seul à être inquiet. James, Ria et Sona pensent qu'il se passe plus de choses qu'on ne le leur dit. C'est pourquoi James prévoyait de les mettre en action dès le début des vacances scolaires. Bien sûr, cela nous amène à la période de l'année la plus attendue par les étudiants du monde entier. Les vacances d'été commenceront après-demain à la Kyoho Academy. Les notes des examens finaux seront publiées dès aujourd'hui. Ce matin-là, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki, Kusaka Reia et Flora Nanadan se sont réunis autour de la table de Reia, comme toujours, pour discuter des notes qui seront publiées plus tard dans la journée. Monde humain, Japon, Kyoho Academy. Alors, laquelle de vous 3 remportera la première place cette fois, demanda Flora d'un ton légèrement découragé. C'est Sona qui a participé aux épreuves, n'est-ce pas? Depuis son transfert il y a 2 mois et demi, Flora s'est pleinement intégrée au groupe des élèves les plus brillants de sa classe, et probablement de toute l'année. Même si elle n'est pas aussi douée sur le plan scolaire. Ouais, ce sera probablement Sona encore une fois. James hocha la tête. Je ne serais pas surpris qu'elle perde la 2e place cette fois-ci non plus. Que veux-tu dire? Demanda Ria en inclinant la tête. Eh bien, je ne fais pas autant d'efforts que vous tous, dit James en regardant par la fenêtre. Enfin, pas pour les études. Hochant la tête en signe d'acquiescement, Sona parla avec compréhension. C'est compréhensible. Tu as déjà tellement de choses à faire. Peut-être que si tu ne dessinais pas de manga en même temps, tu aurais plus de temps pour étudier, dit Kusaka, interrompant la conversation. Depuis que Kusaka a rejoint le conseil étudiant, elle passe de plus en plus de temps avec James et son groupe de filles. Durant cette période, Sona s'est attachée à évaluer sa personnalité et son caractère. Finalement, elle a décidé que Kusaka serait un atout précieux pour sa pairie. Et juste après les examens finaux, Sona a réussi à la convaincre de rejoindre sa pairie en tant qu'évêque. Avec une pointe de malice dans les yeux, avant de laisser son expression se transformer en inquiétude, James laissa échapper un profond soupir avant de parler. Tu as raison, Reia, commença James d'un ton fatigué. Je devrais probablement mettre un de mes livres de côté. En entendant cela, Reia frissonna. Ou peut-être les deux, poursuivit James, l'air d'attendre le monde entier depuis longtemps. Pour pouvoir me concentrer. Avant qu'il ne puisse continuer, Reia l'interrompit. James-kun, non, James-sama, tu sais que je plaisantais, dit Reia en agitant frénétiquement les mains. Ne disons rien que nous pourrions tous les deux regretter plus tard, d'accord? Devant la réaction plutôt extrême de Reia au mot « pause », le groupe éclata de rire. James, quant à lui, laissa échapper un sourire moqueur. Voyant cela, Reia comprit enfin ce qui se passait. « Tu m'as trompé », cria Reia en pointant James du doigt. « Oui, et ta réaction était inestimable », dit James avec un sourire satisfait. En entendant James admettre cela avec tant d'audace, Reia fit la moue, croisa les bras et détourna le regard. Après avoir réussi à se débarrasser de son rire, Flora a finalement ouvert la bouche pour poser une question. « Alors, quand vas-tu me dire les noms des mangas de James ?» demanda Flora en faisant la moue. « Je suis la seule à ne pas savoir, pas vrai ?» Sans perdre une seconde, Akeno répondit, « Parce que tu parles trop. Si on te le dit avant le déjeuner, tout le monde en classe sera au courant. » Ria reprit là où Akeno s'était arrêté. Et si ça arrive, James attirera encore plus l'attention que d'habitude. Sona la suivit tout en ajustant ses lunettes. Mais si tout le monde le sait, une partie de la haine pourrait aussi disparaître, a déclaré Tsubaki, se faisant l'avocat du diable. Pour ainsi dire. Dès que les mots de Tsubaki furent terminés, Ria, Sona et Akeno jetèrent tous des regards plutôt intimidants à la beauté à lunettes. Flora fut perplexe en entendant la raison pour laquelle elle était laissée de côté. Puis elle fit la moue et s'accrocha à James. Les bras autour de son cou, son corps pressé contre le sien, elle lui parla d'un ton charmeur. « James, pourrais-tu me le dire ?» demanda Flora en le regardant, les yeux levés. « Je ne le dirai à personne, promis. » À cet instant, l'esprit de James s'effondra. Entendre ta douce voix. Sentir ton souffle contre sa peau.
Sentir ta douceur et tes courbes pressées contre son corps. Voir l'expression de tes yeux. Avec tout cela combiné, l'esprit de James ne pouvait pas traiter tous les stimuli simultanément. Cependant, même si le logiciel qu'était son esprit était défaillant, le matériel qu'était son corps fonctionnait toujours à son niveau optimal. Peu après que James se soit figé, Flora sentit quelque chose de dur presser son ventre. Après un moment de confusion, elle comprit ce que c'était. Le visage légèrement rouge et un sourire séducteur aux lèvres, elle murmura à l'oreille de James. « Si c'est un problème, veux-tu que je t'aide ?» En entendant cela, James reprit ses esprits. Gêné d'avoir complètement perdu le contrôle de lui-même à l'école, il se retourna et se dirigea rapidement vers la porte de la classe. « Que s'est-il passé ?» demanda Rhea d'un ton innocent. « Et qu'est-ce que James Coon a mis dans son pantalon avant de partir ?» En entendant la question innocente de Rhea, les autres filles rougirent furieusement. Celle qui s'intéressait à lui était encore pire. Toutes sauf Flora, bien sûr. « J'avais probablement besoin d'aller aux toilettes, » dit Flora, puis elle se lécha les lèvres et regarda James reculer comme un prédateur. Dès que James quitta la pièce, la voix de Nekonomiya put être entendue. « À la vrue Coon, où vas-tu ?»« La cloche va bientôt sonner, » cria Nekonomiya à James. « Désolé, Sensei, j'ai un mal de ventre. »« J'ai besoin d'aller aux toilettes, » cria James, de plus en plus gêné de devoir crier cela en public. Pause déjeuner. Au milieu de la pause déjeuner, alors que James et les filles déjeunaient en classe, l'un de ses camarades de classe a ouvert la porte avec force et s'est adressé à tout le monde dans la classe. Les résultats des tests ont été affichés sur le tableau d'affichage principal. À ces mots, la plupart des élèves présents se sont immédiatement levés et sont partis. James et les filles, quant à eux, ont terminé leur déjeuner en silence et se sont rendus au tableau d'affichage principal pour voir comment ils s'en étaient sortis à leurs examens finaux. Autour du tableau d'affichage, les élèves étaient massés. On entendait les voix des différents groupes discuter de leurs résultats. Lorsque James et les filles arrivèrent, d'autres élèves leur cédèrent la place pour voir le tableau. Ils laissèrent la place aux filles. James fut autorisé à passer simplement parce qu'il marchait avec eux. Du moins, c'est ce que se disaient les garçons, jaloux de sa situation. 1. Flora laissa échapper un cri de surprise tandis qu'ils approchaient des panneaux d'affichage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Flora ?» demanda Akeno d'un ton taquin. « Tu dois aller à l'école d'été, ou quoi ?» Flora ne répondit pas à la blague d'Akeno. Lorsque le groupe la remarqua, ils la regardèrent. Ils virent la surprise et l'excitation sur son visage. Suivant son regard, ils virent. 14. Flora Nanadan. Félicitations, Flora. Rhea fut la première à se reprendre et à parler. Félicitations, Flora, dit James avec un sourire. Je pense que cela valait la peine d'étudier avec les 6 personnes les plus intelligentes de la série, a déclaré Flora avec un sourire excité. Tu ne devrais pas ignorer ton propre travail acharné, dit Sona en ajustant ses lunettes de manière à les faire briller. Après une salve de félicitations à Flora, l'atmosphère autour des 6 autres commença à changer, subtilement. Leur esprit de compétition déformait l'atmosphère. Du moins, c'est ce que ressentaient tous les participants. Après avoir laissé l'ambiance s'installer un moment, tous tournèrent simultanément leur attention vers le haut du tableau. 1. Thiago Alavero. 2. Shitori Sona. 3. Shinra Tsubaki. 4. Rya Gremory. 5. Kusaka Rhea. 6. Imejima Akeno. Dès qu'ils virent les résultats, Sona et Rhea se sentirent un peu découragés. C'était normal. Après tout, leur classement avait baissé. James et Rhea, en revanche, affichaient un grand sourire. Leur montée en grade représentait un exploit. Enfin, Tsubaki et Akeno ne manifestèrent ni joie ni tristesse. Étant donné qu'ils avaient conservé le même classement depuis l'examen d'entrée, tout se déroula comme prévu. « Ah! C'est la première fois que je te bats dans un domaine académique, Sona !» s'exclama James d'une voix forte, un rire exorbitant. « J'ai l'impression de pouvoir tout faire maintenant. Même te battre aux échecs. » À cet instant, James et Sona se figèrent. Puis ils rougirent tous les deux. « Zut, j'avais oublié ce que ça signifiait de la frapper. Je veux la frapper pour bien plus que ça, » pensa James en se calmant. « Eh bien, si c'est le cas, j'ai hâte de relever ton défi, » dit doucement Sona avec un sourire tendre, tandis que le rouge persistait sur son visage. Une fois de plus, Flora était perplexe. Tsubaki et Rhea étaient ravis de cette évolution, car elles savaient à quel point Sona souhaitait que James la batte aux échecs. Cependant, Rhea et Akeno étaient jalouses. Tout comme elles savaient ce que cela signifiait pour un homme de battre Sona aux échecs. « Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être la seule à ne pas être au courant ?» demanda Flora en regardant l'expression de ses amis. Sortant de ses pensées, James tapota la tête de Flora et s'excusa, avant de s'éloigner du tableau noir pour retourner en classe. « Je suis désolé, Flora, » dit James sincèrement. « Tu auras peut-être bientôt l'occasion de comprendre toutes nos blagues et tout ça. » Tandis que tout le monde suivait James en classe, à l'exception de Flora, les autres filles le regardèrent avec surprise. Sans leur laisser le temps de poser des questions inutiles, James changea de sujet. « Comme c'est le dernier jour du semestre dans 2 jours, on devrait fêter ça après les cours, » suggéra James en regardant toutes les filles. « Qu'en penses-tu ? » « Je suis partante. » Flora fut la première à acquiescer. « Ça me semble bien. » Rhea le suivit peu après. « Fu.
Akeno rit en voyant sa signature avant de répondre. Je suis d'accord aussi. Sona ajusta une fois de plus ses lunettes et demanda, à quoi penses-tu, James? James se frotta le menton en réfléchissant à une activité. De retour en classe, ses yeux s'illuminèrent et il répondit à la question de Sona. Comment s'est passé le karaoké? Demanda James avec enthousiasme. Ça me semble bien, répondirent Ria et Flora à l'unisson. Ça me va, acquiesça également Sona. Dans une pièce sombre, lumières éteintes? J'adorerais me joindre à toi, James. Akeno rit. Bien que James ait levé les yeux au ciel face à l'insinuation d'Akeno, les filles, Ria et Sona les plus affligées, rougirent. Tsubaki fut la première à reprendre ses esprits. Elle ajusta ses lunettes pour cacher son embarras et répondit. Eh bien, si tout le monde y va, dit Tsubaki avant d'être interrompu par James. C'est une bonne idée, Tsubaki, dit James avec un sourire narquois. Pourquoi n'inviterions-nous pas Misor, Moka, Kunu et Lancé à nous accompagner? En entendant l'accent supplémentaire que James mettait sur le surnom de Seiuchulin, Tsubaki devint rouge comme un homard bouilli. Puis Sona a demandé à Reiya. Et toi, Reiya? Je serai là aussi, dit Reiya en hochant la tête. Bien. Maintenant que c'est réglé, je préviendrai tout le monde quand nous rentrerons ce soir, dit James avec enthousiasme. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.